Alors, le vivant, je vais peut-être juste reprendre les deux questions. Euh... Ah oui, c'est sur la nécessité vitale, seule moyenne d'une prise de conscience écologique collective et comment on s'y prend pour se reconnecter à la terre et renouer avec le vivant. Alors, voilà, qu'est-ce qui est sorti excuse-moi, parce que là, je suis dans la décroissance. Ah si, alors qu'est-ce qui est sorti qu'effectivement, en tout cas, le fait que ce soit une nécessité vitale, on peut le prendre comme quelque chose de subi et non choisi. Et donc, effectivement, à un moment donné, si ça devient une nécessité vitale, ça fera bouger plus de lignes que ce que ça fait aujourd'hui. Après, c'est peut-être pas le seul moyen, ou en tout cas, c'est dommage d'attendre d'en arriver à plus avoir le choix finalement pour bouger. Donc, en tout cas, je vais parler en mon jeu. Je ne pense pas que ce soit la seule solution d'en arriver là. Et ce qui est ressorti aussi, c'est de se dire qu'il y avait peut-être plusieurs, alors je ne sais pas s'il faut dire catégories, mais en tout cas profils de personnes. Il y a des gens, c'est comme s'ils étaient nés connectés au vivant ou sensibles au vivant, et d'autres qui c'est moins inné, on va dire, et c'est plutôt un apprentissage. Et ce qui est sorti aussi, c'est que dans cet apprentissage, mais ça pouvait se rejoindre avec les gens, on va dire, qui sont nés avec ou qui apprennent avec, la connaissance de soi est probablement une clé. Et en tout cas, on se faisait la réflexion qu'à un moment donné, des expériences de vie qui font qu'on fait taire le bruit autour pour venir voir à l'intérieur ce qui se passe, eh ben, ça peut aider finalement dans un second temps. Dans un premier temps, ça va être centré sur soi et voilà, ben, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment je me connais, comment je me sens. Mais ça permet en fait, dans un second temps, à aller vers les autres et justement à aller vers le vivant. Et finalement, en prenant soin de soi ou en apprenant à s'aimer soi, ben on apprend à aimer la vie et à prendre soin de la vie. Et c'était ce qui a été cité, c'était redevenir des vivants qui aiment la vie. Apprendre à redevenir des vivants qui aiment la vie. Et pour des pistes en fait pour se connecter ou se reconnecter qui étaient expérimentées par le groupe. Il y avait le fait de faire un potager, les pratiques corporelles, que ce soit du qigong, de la méditation, des marches en nature, faire du rien et pas ne rien faire. C'était l'exemple des fois, juste prendre 15 minutes, mettons le matin ou n'importe quand, à juste regarder dehors, pas écouter de musique, pas de podcast, rien, juste observer qu'est-ce qui se passe dehors pendant un temps. Et petit à petit, en fait, on se rend compte, à force de le faire, alors c'est une pratique au début si on n'a pas l'habitude, mais à force, on voit qu'il se passe un tas de choses et que finalement, on peut lire quelque part l'extérieur, quoi. Tout nous donne des signes et ça permet une connexion. Et il y avait l'idée aussi qui était ressortie pour se reconnecter. Développer ce sentiment d'appartenance à cette toile en fait du vivant et pas se déconnecter. Je ne sais plus qui partageait que quelqu'un lui avait dit récemment, mais moi je suis pas un animal. Donc voilà, retrouver ce lien d'appartenance en fait et que finalement on a tous un ancêtre commun. Hein. On est tous des poussières d'étoiles et on a tous un ancêtre commun. Et puis aussi retrouver le goût de l'émerveillement. Voilà, en gros, pour le vivant. Ce qui était sorti. Merci beaucoup. Si vous avez le groupe des choses à ajouter. Est-ce que... Non, j'ai l'impression que tu as très bien restitué. Est-ce qu'il y avait des questions éventuellement? Parce que moi, je vais évidemment réagir peut-être après chaque thématique, hein, Jeanne, si tu en es OK, parce que là, le vivant, il n'y a qu'un groupe sur la première session. Ouais, est-ce que vous aviez est-ce que le texte que j'ai donc écrit et cette thématique vous a fait réagir et là, tout le monde peut éventuellement intervenir, hein, mais notamment aussi sur peut-être l'échelle biorégionale qui serait, selon nous, la bonne échelle. Est-ce que ça vous, est-ce que ça vous a interpellé? Est-ce que, alors déjà dans le groupe, mais si jamais il n'y avait pas de questions dans le groupe, on peut ouvrir un peu plus largement sur le vivant à l'ensemble des personnes.
Très honnêtement, dans le groupe, on n'a pas eu le temps en fait d'aborder les questions et le sujet de tout ce qu'on avait lu. On est juste parti sur la slide et on est resté. Donc on n'a pas, voilà, en tout cas, on n'en a pas discuté et donc il n'y a pas une parole à retranscrire du groupe sur ça, quoi. Ok, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, c'est aussi fait pour ça, c'est en échange, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que d'autres personnes voulaient éventuellement réagir sur le vivant, puisque finalement il n'y a eu qu'un seul groupe qui y a passé un peu de temps? Est-ce qu'il y avait des questions sur le texte, ou des partages suite à ce que Dom nous a présenté? N'hésitez pas. Des pratiques sur comment se reconnecter au vivant. On en a Ouais, eu ou des déjà pratiques pour se quelques-uns. reconnecter, ouais. Je ne sais pas si parmi vous, certaines ou certains d'entre vous ont expérimenté ce voyage initiatique incroyable que j'ai eu la chance, le privilège de vivre à l'écodomaine Le Bois du Barde avec Claire Carré, qui est une personne qui a été formée directement par Joanna Macy. Le travail qui relie, est-ce que certaines et certains d'entre vous ont pu le faire? Parce que moi, réellement, c'est l'une des expériences les plus incroyables de ma vie, clairement. Je crois que c'est pas une formation, c'est un voyage, vraiment. Et là, en termes de reconnexion, alors évidemment, ce sont souvent des personnes qui sont déjà un peu plus éveillées, un peu plus engagées que la moyenne qui suivent ce type de stage, mais c'est bouleversant et réellement très très fort, à la fois dans les relations humaines, dans le fait de lâcher et de partager ses émotions, mais également la connexion intime que l'on peut avoir avec d'autres êtres qui prennent différentes formes. Et c'est incroyable. Voilà. Alors, je sais pas, moi, je l'ai partagé dans le texte, je vous le repartage là, mais peut-être que certaines et certains d'entre vous l'ont fait. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le parce que c'est waouh, c'est un cadeau, quoi. Le travail qui relie. C'est l'écologie profonde de Joanna Macy qui s'inscrit dans le prolongement d'Arne Næss, hein, le Norvégien qui est à l'origine de cette écologie. Christophe. Est-ce que ça résonne en vous? Il y en a qui l'ont fait? Ouais. Christophe ici, et c'est prévu en septembre avec Guylaine, ma compagne. Ah, Génial. trop bien. Dom, j'ai vu que tu avais. Donc, tu as dit yes. Est-ce que c'est parce que tu l'as vécu? Non, il va le faire. Alors, pas en tant qu'atelier pur, travail qui relie, mais via les marches du temps profond et d'autres ateliers qui ne sont pas forcément estampillés travail qui relie, mais qui reprennent les principes de Joanna Macy. Ouais. Ok, super. Merci. S'il n'y a pas d'autres réactions, oui, vas-y, Siné, oui. Tu disais, Jeanne, pardon? Non, je vous disais juste que je mettais le lien vers un site où vous avez les week-ends des travails qui relient pour ceux que ça peut intéresser. Oui, Claire, et Dom disait là. Non. Pardon? Non, j'ai cru que tu voulais intervenir parce que je te vois apparaître. Non, j'acquiesce parce que j'aimerais beaucoup faire cette expérience. Alors moi je peux juste vous recommander parce que là, Jeanne vous a partagé un lien. Il y a effectivement un site avec un calendrier, mais où n'apparaissent pas forcément tous les organismes. Moi, forcément, je vais plaider pour la personne qui m'a fait vivre cette expérience, non seulement parce que c'était incroyable, mais aussi parce que cette personne a été formée, encore une fois, directement par Joanna Macy. Ça, je pense que ça n'a absolument aucun prix. Et qu'elle a été la représentante, l'ambassadrice de Joanna Macy en Angleterre, en Allemagne, en France pendant des années. Voilà, donc Claire Carré, l'association s'appelle Roseau Dansant au pluriel. Et on vous a mis de toute façon ces liens il me semble, dans le défi de fin de module 1 pour savoir ce que l'on pouvait faire comme action au service du vivant. Et donc, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, hein, je ne les connais pas. Mais là, c'est sûr qu'avec Claire, vous allez passer un moment incroyable. Voilà. Donc, Roseau Dansant, si je peux me permettre cette recommandation enthousiaste. J'ai vu qu'il y avait aussi quelqu'un dans les Cévennes, Catherine Rivera. Oui, alors Catherine, Catherine, je la connais. Non, mais aujourd'hui, il y a plein de personnes qui proposent des temps plus ou moins longs de travail qui relie. Ce qui est fort avec Claire, c'est aussi que ce sont des temps plutôt longs, quand même, 3 ou 5 jours. Moi, j'ai eu la chance de faire les 5 jours. Et vraiment, je ne le regrette pas parce que c'est waouh. Et Claire, la première, me dit souvent, on peut faire du travail qui relie, évidemment, on peut s'inspirer, hein, parce qu'il y a il y a un bouquin de l'espérance en mouvement qu'elle a, d'ailleurs, c'est elle qui l'a traduit, hein. Mais
tout le monde ne maîtrise pas bien ce voyage-là et le temps que l'on y alloue est vraiment important. Merci. J'aurais voulu demander à Dawn, est-ce que Dawn pourrait expliquer ce qu'est la marche du temps profond? Est-ce qu'elle pourrait expliquer brièvement? La marche du temps profond, Dom, est-ce que tu peux juste dire à Martine ce que c'est? Le parc, après, c'est adapté, mais la base, on va dire, c'est on marche 4,6 km et c'est l'équivalent des 4,6 milliards d'années depuis la création de la Terre. Donc, en fait, on reparcourt la création de la Terre. Ouais. Alors, après, chacun y met sa couleur, hein, mais il va y avoir de la marche et des endroits où on s'arrête. Donc, on va s'arrêter sur la création de la Terre, sur la création de la Lune, les premiers océans, la première vie. La vie unicellulaire, multicellulaire, quand la vie sort des océans, les premières fleurs, etc., les extinctions qu'il y a eu et jusqu'à l'arrivée de l'homme et la grande accélération. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait pas, et ça rejoint le travail qui relie. L'idée, c'est la marche du temps profond et c'est le temps long. Donc souvent, même s'il y a des formats adaptables, je sais que moi, quand j'en fais, je les fais de 10h à 15h. On s'entend que pour marcher 4,6 km, on n'a pas besoin de ce temps-là, mais parce que l'idée, c'est de marcher, déjà de prendre le temps, de se connecter à ce qu'on fait et d'avoir la conscience du coup, chaque kilomètre, c'est 1 milliard d'années. Chaque pas qu'on marche, c'est 1 million d'années qu'on traverse. Et en fait, il y a cette idée de reprendre le temps, et de ce temps long, et de se rendre compte, en fait, que finalement, l'homme, il apparaît, donc on marche de 10h à 15h, on fait une pause pour manger, et à la fin, on se rend compte que en fait, l'homme, c'est le dernier maître. Donc, depuis 10h, on marche, et en fait, l'homme, il arrive à 15h, à 14h55, je ne sais pas trop le temps, mais ça permet, je trouve, parce que souvent, les milliards d'années, moi, personnellement, c'est des choses, ça me parle, je me dis c'est beaucoup, mais ce n'est pas palpable. Et en fait, de mettre une échelle de temps sur une échelle spatiale, d'un coup, on se rend beaucoup plus compte, je trouve, le temps qu'on passe dans l'océan, tout le temps où il n'y a eu que de l'eau, en fait. Et donc, c'est une autre façon de sensibiliser. Et franchement, chacun y va avec sa sensibilité, mais je vous conseille de tester l'expérience. Et même plusieurs fois, parce qu'encore une fois, selon les gens qui animent, vraiment, chacun y met sa couleur. Donc, il peut y avoir des marches très différentes. Ça peut être très scientifique, très poétique, très sensible, ça dépend de la couleur qu'on y met. Mais c'est une très belle expérience. Oui, après, là, je peux avoir une autre question, c'est si l'échelle biorégionale, elle permet ce rapprochement au vivant, pourquoi est-ce que les territoires ruraux ne sont pas drastiquement plus écologiques que les territoires urbains? Voilà, il y a peut-être d'autres clés à mobiliser. J'ai dit. Clairement, alors moi j'ai peut-être juste un exemple assez estomacant, parce que moi je cite souvent, et je l'ai dit dans les deux textes, que ce qui est consommé localement vient de loin et ce qui est produit localement s'en va loin. Ce paradoxe, si on prend les Pays-Bas, il y a autant de tomates qui rentrent aux Pays-Bas que de tomates qui sortent des Pays-Bas, par exemple. Et hier, il y a une personne, alors je ne me souviens plus exactement qui, mais je vais vous le lire en direct, qui a partagé dans le Discord. Ah oui, c'est Bertrand de Craze Brace Transition, donc Centre-Bretagne, qui a partagé un article sur l'Institut Momentum, que vous connaissez, qui avait fait cette étude sur le Grand Paris, et qui s'apprête à faire une nouvelle étude sur un bassin versant, celui en Bretagne, alors que je n'écorche pas le nom, si je le retrouve, du Gouette, je crois. Est-ce que je le retrouve là, ou c'est peut-être ailleurs? Bon, je vais chercher, pour pas qu'on perde trop de temps, mais sachez que l'article parle de ce projet d'étude, mais cite à un moment donné le rapport, le nombre de cochons versus le nombre d'humaines sur le territoire, et aussi le fait que il y a un problème de résilience alimentaire sur ce territoire-là, alors même que l'on produit 10 fois ou 20 fois l'équivalent de ce qu'il faudrait pour la population locale. Et que localement, une bonne partie de cette population, de plus en plus, toque à la porte des Restos du Cœur et des banques alimentaires. Donc on est complètement dans cette hérésie-là, en fait,
de l'agriculture intensive, industrielle, monoculture. Et c'est fou parce que finalement, on vit dans un monde complètement dingue. Donc, je ne sais pas si, c'est un élément de réponse à ce que tu viens de souligner, Gaëtan, qui fait que la campagne, a beau être la campagne, elle est, et ça Guillaume le dit très bien, au service de l'hérésie urbaine et métropolitaine. Et donc finalement, on a perdu le contact direct. C'est un peu ce que je dis aussi dans le texte, qu'à un moment donné, on n'est plus forcément conscient des impacts, puisque de toute façon, ça reste simple. On continue de pouvoir s'alimenter. Alors évidemment, j'imagine que vous faites partie des personnes qui mangent plutôt bio, local, de saison, voilà. Mais à la campagne, on peut manger de tout. Il suffit d'aller au supermarché du coin et sans forcément se demander d'où ça vient. Moi, j'aime bien aussi Stéphane Linou, que vous connaissez peut-être, que je cite dans mon article, qui est alors plutôt sur j'en parle sur la résilience, mais voilà, qui dit à quel point on a perdu le nord, on a perdu la boussole, ça arrive tout cuit dans l'assiette et on ne se pose même plus la question de savoir comment et jusqu'à quand. Voilà, bon, on pourra réévoquer ça dans le point 2, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le contact au vivant, même à la campagne, pour plein de raisons, et puis sans parler des imaginaires qui sont colonisés par l'urbain aussi. Il y a énormément de personnes qui vivent en ruralité avec exactement les mêmes réflexes et les mêmes aspirations de confort que les personnes qui vivent en ville. Et ça aussi, il ne suffit pas de s'installer à la campagne pour vivre de manière frugale. Clairement pas, quoi. Et on peut être à la campagne en étant complètement déconnecté du vivant. Ça, pour le coup, pareil. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres réflexions? Je ne sais pas, Camille, on est peut-être dans le timing, je ne sais pas. On va pas tarder à repartir sur la prochaine thématique. Mais s'il y a encore un petit partage, on peut prendre le temps. Je peux vous faire une petite pépite perso. Là, on est en train de rénover une ferme pour y habiter. Et actuellement, elle est occupée, cette ferme, par une chouette effraie. Et du coup, on a vu avec la LPO et on va essayer de lui installer un nichoir pour qu'elle reste, malgré le fait que nous, on va venir habiter aussi également. Comment on peut cohabiter avec d'autres êtres que des humains, c'est dit. Merci Gaëtan. Albert, je crois que tu allais prendre la parole. Je me trompe peut-être. Oui, mais juste pour constater, parce que c'est mon expérience personnelle, de me rendre compte à quel point, je trouve plus le terme, j'ai oublié. Mais je trouve plus. Bon, voilà. Je suis un petit peu comme nous tous. Bon, on est. Pardon. Ça va revenir. Je suis formaté. J'ai été formaté depuis que je suis né, etc., et que ça prend des années, ça prend très très longtemps pour enlever pour retirer ce formatage. Et aujourd'hui, j'ai un peu avancé, mais je sais pas. Quand je lis j'ai eu l'occasion de lire donc sur les peuples premiers. Bon, ce dont parle par exemple Éric Julien, etc., sur les Aniagogés, etc. Mais il est sûr et certain que nous sommes tout à fait, on peut pas comparer, quoi. Nous sommes vraiment très très loin de tout ça, et pour faire le chemin inverse sans pour autant revenir à la bougie ni rien du tout comme les Amish, mais c'est sûr et certain que ça demande du temps, quoi. Et la problématique, c'est que effectivement nous n'avons plus le temps. Moi, je veux bien le faire si les autres sont d'accord pour notre groupe sur respecter le vivant. J'ai l'impression que c'est OK. Je te laisse la parole. Okay. Merci beaucoup, Karine. Du coup, sur respecter le vivant, Magali, et on était tous d'accord, s'était interrogée en effet sur ce qui était dans le MOOC, le passage où était évoqué ce projet de donner des droits à la nature, qui restait un prisme humain, une notion très humaine de droit. Donc voilà, que ça pouvait être une étape, mais en effet que ce n'était pas la finalité, parce que ça ne correspondait pas à ce que tout le monde dans le groupe envisageait du vivant, à savoir qu'on en fait partie et qu'on ne donne pas des droits pour y accéder, pour le protéger.
On a questionné aussi dans le groupe pas mal le rapport à la mort en se disant que voilà que l'humain s'était quand même extrait du cycle depuis très longtemps et qu'en s'extrayant, du coup son rapport au vivant avait changé puisqu'il pensait qu'il ne pouvait plus mourir et donc il pouvait détruire puisqu'il ne mourrait plus. Alors il y avait la question dans le groupe de ceux qui habitaient en ville où c'était un petit peu plus compliqué évidemment de se reconnecter au vivant et que dans les défis proposés, on proposait surtout d'aller à la rencontre de la faune, de la flore et des structures de la permaculture et ce genre de choses, mais que ça aurait été peut-être pertinent de réinterroger notre propre rapport à nous-mêmes, au vivant à l'intérieur de nous-mêmes, de questionner un petit peu cette connexion qu'on avait à nous-mêmes qui pouvait être un défi également proposé et qui permettait aussi, en se reconnectant à nous-mêmes, de réintégrer le vivant et de vouloir le respecter en tant que tel et pas juste en le mettant derrière des parcs ou en lui donnant des droits. On peut lire, non, excuse-moi Simon, mais on peut lire aussi ce que Fabien a partagé dans le texte, c'est clair. Parce que je vous le lis là, Fabien, il a dit « Respecter le vivant et se reconnecter à la terre, le lieu de vie compte. Il permet de forcer l'action collective, jugée a priori plus efficace que l'engagement individuel. Dans un environnement urbain, faire l'expérience d'un jardin pour mettre les mains dans la terre est considéré comme une manière de se reconnecter à la terre, tout comme la possibilité d'une balade en forêt et l'enlacement des arbres, expérience sensible. Des épreuves de vie qui ont été particulièrement marquantes peuvent également jouer dans la prise de conscience de renouer avec le vivant. L'engagement collectif est-il plus efficace et comment ? Il semble être, donc l'engagement semble l'être pour protéger une rivière ou une forêt par exemple. L'entrée par les modes de vie peut être une solution. Mais comment savoir s'il respecte le vivant ? Le terme vivant est très chargé, très fort, et qu'il n'est pas toujours aisé de comprendre ce qu'il recouvre. Question définitionnelle. D'accord. Okay. Merci pour la lecture. Est-ce que Anne, Sonia, Simon, vous avez envie de rajouter des éléments par rapport à ce qu'avait écrit Fabien? Pour moi, c'est exactement ce qu'on s'est dit. Ouais, mais c'est ça, il a bien résumé. Voilà, c'était vraiment. Merci Fabien. C'est beau. Parfait, merci beaucoup. Je vais peut-être vous donner comment mon appréhension du mot vivant que j'affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, on peut l'utiliser au singulier, au pluriel aussi, pour parler des vivants et des vivantes. Le mot vivant, parce que quand on parle de biodiversité, la biodiversité, je trouve que ça, c'est très technique, très scientifique, très éloigné. Ça nous éloigne encore un peu plus de tout ça, alors que le vivant, on en fait vraiment partie. La biodiversité est souvent qualifiée aussi de limite planétaire. Et ça, on l'avait évoqué. Et c'est vrai que même si réellement ça fait partie des limites planétaires, que la vie existe sous une forme diverse et variée, maintenant, les limites, c'est les limites à l'habitabilité même de la planète, au fait que cette planète héberge la vie. Et donc, moi, je préfère le mot vivant. D'ailleurs, quand on entend l'un des anciens directeurs du Muséum national d'histoire naturelle, Gilles Boeuf, il dit que la biodiversité, c'est la partie vivante de la nature. Voilà. Donc, c'est aussi une façon de se représenter la chose. Donc, vivant. Après, le vivant, pour certaines et certains, n'englobe pas nécessairement dans une vision plus écocentrée, les montagnes, les lacs, les rivières, ces entités-là, qui, elles, pourraient faire partie d'un organisme vivant plus grand, à savoir la planète Terre, bien sûr. Mais moi, je trouve que voilà, le mot vivant me parle plus, en tout cas personnellement, que le mot nature ou que le mot biodiversité. Voilà pourquoi on l'utilise et voilà ce que l'on entend par vivant. J'espère que ça répond un peu aux questions que vous vous posez. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait réagir aussi, notamment ce que Karine a souligné, puisque c'est mon idée. Alors, je ne sais pas si d'autres la partagent, mais il me semble que dans un chat, on avait vu que Ben était assez d'accord aussi avec moi. Moi, c'est mon projet de prochain livre. J'espère que je vais trouver une maison d'édition pour l'écrire. Comment passer des droits de l'homme, avec un grand H ou un petit, le foutage de gueule associé, aux droits des humains et des humaines envers le vivant, aux droits humains envers le vivant, au devoir humain envers le vivant, et changer, enfin complètement renverser le prisme anthropocentré qui est le nôtre aujourd'hui. Donc ça a été très bien dit, donc je ne vais pas... mais si vous êtes d'accord, voilà, envoyez-moi vos ondes, et si vous avez des contacts dans des maisons d'édition, je suis preneur. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais rajouter? La ville, forcément, elle est un peu plus éloignée. Le rapport à la mort, oui, ça c'est très intéressant.
Dans l'un de mes livres, j'avais essayé d'identifier des raisons d'inertie. Et je pense qu'effectivement, notre espérance de vie est une raison d'inertie. Parce que quelque part, elle nous déresponsabilise. Si on vivait plus longtemps, ce qui n'est pas forcément quelque chose de souhaitable, hein, vu le nombre que nous sommes aujourd'hui et l'impact que nous avons sur la planète, mais on pourrait prendre conscience des dommages que nous occasionnons de manière peut-être plus directe que ce que nous permet d'entrevoir nos courtes vies. En même temps, et c'est là aussi que c'est important, évidemment, c'est quand on est reconnecté à son territoire et qu'on est dans cette démarche de subsistance et de résilience, on s'aperçoit rapidement qu'on ne peut pas endommager son territoire, sinon c'est sa propre vie qui est impactée. Et c'est aussi tout l'enjeu du texte que je vous ai partagé. Et en tout cas, quelque chose qui m'a un peu comme ça remonté, oui, c'était le lien entre individu et collectif, cette injonction par les décideurs de nous renvoyer à notre individualisme et nous qui renvoyons la responsabilité vers le collectif. Et finalement, c'est ce double renvoi où tout le monde se regarde dans le blanc des yeux et rien ne se passe. Et voilà, c'est un peu le schéma, j'ai l'impression, qui se détache. Il y a Vincent qui... Hop là, je reprends les notes. Qui nous expliquait... oui, qui nous parlait de la responsabilité vis-à-vis du vivant. Et que effectivement la biorégion était sûrement la bonne échelle pour réaliser notre responsabilité, parce qu'effectivement c'est aussi ce qui est écrit dans le MOOC, parce que du coup on voit à quel point on est lié au vivant puisqu'on est dans le vivant, en tout cas là où on vit quoi, et que effectivement c'était important de ramener les choses à l'échelle humaine, en tout cas à une échelle que le cerveau d'Homo sapiens peut réaliser par ses sens d'animal à deux pattes, quoi. Alors, oui, moi j'avais une réaction sur, une question, ouais. Hop là, je vais la reposter. Oui, bon, je vais la dire et après je vais l'écrire. Elle est... Oui, alors c'était cette injonction qui peut paraître a priori paradoxale, où finalement on est appelé à, pour respecter les animaux, j'allais dire à ne pas se comporter comme des animaux, dans le sens où les animaux, ils sont quand même mus par l'instinct, la prédation, la reproduction, ils n'ont pas vraiment de limites. En fait, ils ont de limites que ce que leur impose la nature et les équilibres. Et voilà, ils n'ont pas vraiment de limite au développement. Donc finalement, oui, tout à l'heure, c'est Séverine qui me disait que actuellement, on se comporte plutôt comme des animaux. J'allais dire presque qu'on fait honneur au sauvage, mais à un tel point qu'on est en train de défoncer le sauvage. Oui, désolé, j'y sais, ça peut heurter ce que je dis. C'est un peu volontaire aussi, hein, c'est pour un peu piquer et travailler ce paradoxe-là finalement, pour protéger la vie, il ne faut pas se comporter comme la vie. Enfin, voilà. Et moi, ce que je disais à Franck, c'est que j'avais pas du tout pensé à ça. Enfin, j'avais pas... Ouais, bon, c'est intéressant justement de discuter parce que c'est pas du tout la manière dont j'ai pas pensé comme ça du tout. Mais vas-y, Séverine, alors comment ça résonne en toi, ce que vient de partager Franck? Je trouvais que c'était même... c'est une réflexion que je n'ai jamais eue. Et c'est pour ça que ce que je lui ai dit, enfin, une fois qu'il a énoncé tout ça, je lui ai dit, si je comprends bien, on est justement en train de se comporter comme des animaux. Et il faudrait qu'on se comporte, si on voulait... arrêter de détruire la planète et respecter le vivant, il faudrait être des êtres civilisés où on réfrène nos instincts finalement. Alors oui, peut-être un petit peu, mais et qu'aujourd'hui on est dans l'abondance et on réfrène rien et on a trouvé l'énergie magique, pétrole, gaz et charbon, et du coup on est c'est notre vie animale qui peut s'exprimer.
Et voilà, donc je n'avais pas du tout réfléchi de cette manière. Ok, alors c'est waouh, réagir à ça c'est costaud. Moi j'ai envie de dire que plusieurs choses. Déjà, j'entends ce que tu as souligné, Franck, et comme on se connaît un petit peu, je vois là effectivement un peu de provoque, même si c'est tout à fait pertinent comme questionnement. Reste à savoir si nous nous comportons réellement comme les animaux que moi je qualifie de non humains. Parce que même s'il y a des animaux qui effectivement ont tendance à pulluler, se développer, se multiplier, et qui finalement, s'il n'y a pas le prédateur qui va bien, ils peuvent être envahissants quelque part. Mais généralement, justement, généralement le souci, le souci, c'en est pas un, au contraire, c'est que il y a autorégulation. C'est-à-dire qu'en principe, dans un biotope, dans un écosystème, les interactions sont là pour s'auto-réguler. C'est l'une des règles du vivant qui n'a pas attendu que nous arrivions pour. Voilà. Alors, nous nous comportons comme des animaux, peut-être, qui effectivement sont dans une phase de croissance, d'abondance, et en même temps, au détriment de tous les autres. Enfin, ça, je pense que je ne vais pas vous faire un dessin, clairement. Ça, c'est assez unique. Et en exploitant et en exterminant quasiment toutes les autres espèces, ce qui n'est absolument pas le cas des autres animaux. Là, pour le coup, la comparaison s'arrête assez rapidement, et avec la conscience d'être à l'origine de tout ça. C'est-à-dire que moi, je fais partie des personnes qui ne considèrent pas que nous sommes plus intelligents. En revanche, ou alors si, d'une certaine manière, mais pas exactement comme on l'entend d'habitude, c'est Hubert Reeves qui disait peu de temps avant sa disparition, et qui était le premier à s'enthousiasmer évidemment pour les poussières d'étoiles et l'astronomie, tout en étant un fervent défenseur des vers de terre. Bon. Et Hubert Reeves disait bah oui, aujourd'hui, alors je suis en train de perdre mon idée. Ça va me revenir. Ça va me revenir. La pensée d'Hubert Reeves. Tu parlais on n'est pas plus intelligent que les autres, et tu disais si, d'une certaine manière. Oui, non, c'est ça. Il dit nous sommes le cerveau le cerveau humain est le plus développé, mais dans la bouche de Hubert Reeves, ça ne veut pas forcément dire ce que certaines et certains voudraient croire. Nous avons le cerveau le plus développé, et c'est justement là le problème. Et moi, je dis souvent aussi, finalement, ce qui nous distingue, nous, espèces humaines, des autres espèces, je crois beaucoup à cette théorie, alors qui a été avancée par Yuval Noah Harari dans Sapiens, mais aussi parce que Yuval Noah Harari, il a quand même un pendant et une tendance transhumaniste, par Laurent Testo, qui est un Français qui a écrit Cataclysme, et sur le fait que la première grande révolution de l'espèce humaine, c'est cette révolution cognitive, qui fait qu'à un moment donné, notre espèce est capable de croire en des choses qui n'existent pas, en des réalités imaginaires, des constructions purement intellectuelles. Juste pour prendre les choses de manière basique, un animal, quel qu'il soit, on peut même prendre l'un de nos cousins, un grand singe, il a besoin de voir pour croire. Nous, on a la capacité, et c'est ce qui s'est passé en Afrique entre les deux sorties d'Homo sapiens, c'est ce qui se serait passé, c'est l'explication aujourd'hui qui fait foi. C'est-à-dire que Homo sapiens est sorti une première fois d'Afrique il y a 200 000 ans, et il s'est fait écraser par Néandertal, qui était beaucoup plus costaud, voilà, beaucoup plus robuste, beaucoup plus musclé. Et Homo sapiens reste en Afrique un certain temps et ressort il y a 70 000 ans. Et il y a 70 000 ans, il écrase Néandertal. Et donc, on a cherché à comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 200 000 ans et il y a 70 000 ans. Ben, il s'est passé cette révolution cognitive. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'avait pas fait de pompe, d'abdos, il n'était pas plus musclé. Simplement, il a été capable d'échafauder des tactiques sur le champ de bataille. Et prendre à revers, tendre des pièges à Néandertal, qui lui était surtout costaud, mais n'avait pas forcément profité du même développement de cette fameuse révolution cognitive. Et donc aujourd'hui, c'est à la fois une chance extraordinaire parce que ça permet à des humains de faire société en ayant des croyances communes. On croit que
les délimitations de la France font que la France est un État-nation différent, distinct de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Espagne, de l'Italie. Alors que ça n'est qu'une construction intellectuelle. La même chose pour une société, une SARL, une SAS, une SA est une coquille vide finalement, mais à laquelle nous avons accordé la personnalité juridique et qui nous permet d'imaginer une structure avec des personnes qui travaillent pour la même marque. Donc il y a plein comme ça de constructions intellectuelles, et on peut aller assez loin, qui font société aujourd'hui, mais qui nous emmènent là où ça nous emmène aujourd'hui, malheureusement. Et de l'autre côté, on pourrait, mais à condition de nous autoriser à le faire, penser radicalement différent et ouvrir le champ des possibles. Et c'est toute l'ambition de ce MOOC, et de se dire à partir de maintenant, on déconstruit et on réinvente tout, absolument tout. Voilà. Et donc cette conscience nous donne aussi une responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est conscient, on ne l'était pas par le passé. On n'était pas conscient de l'impact délétère, qui a peut-être toujours existé, puisque par le passé, la macrofaune a toujours été détruite quand Homo sapiens arrivait à un endroit. Il faut même savoir que les hominidés, il y avait eu 7 ou 8 familles d'hominidés qui ont coexisté, et il n'en aurait plus resté qu'une, à savoir Homo sapiens. Donc, il y a peut-être de toute manière quelque part quelque chose qui malheureusement nous appartient. Reste à prouver qu'on puisse se comporter autrement. Et il y a cette incroyable accélération vertigineuse depuis 2 siècles et depuis la révolution industrielle. Mais maintenant, on sait, depuis au moins 50 ans de manière très claire, et voire un peu plus pour certains précurseurs et des femmes qui ont aussi vu les choses arriver, on sait de manière certaine que c'est nous qui sommes à l'origine de tout ça. Donc, on a une responsabilité. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, il y a un peu d'instinct animal dans la manière dont nous nous comportons, et en même temps, il y a quand même une perversion d'un instinct d'exploitation absolue, d'extermination, qui, lui, ne ressemble à aucun autre animal non humain. Voilà, donc je pense que c'est un peu difficile de répondre à une telle question, mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que oui, on a cette conscience pour nous qui, encore une fois, n'est pas une intelligence supérieure, mais qui est une façon de comprendre que nous sommes responsables. J'ai essayé de répondre à cette question. Parce que Franck, alors j'ai pas eu la présence d'esprit de réfléchir quand on était dans le sous-groupe pour répondre à ça, parce que moi je vois plutôt les choses en disant on connaît de mieux en mieux nos biais en tant que sapiens, c'est ce que tu viens de dire, Jean-Christophe. Depuis la nuit des temps, on a envie de s'imposer et d'exterminer tous les gros mammifères, voilà. Et on connaît nos biais, et donc maintenant, le but du jeu, ça serait d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, c'est tout le problème, réfréner nos biais et pouvoir vivre en harmonie avec le reste du vivant. Il faudrait qu'il y ait des garde-fous. C'est plutôt comme ça que je vois les choses, Franck, plutôt que de dire ouais. Je vois que Franck a levé la main. Je te donne la parole juste pour information. On a encore 2-3 minutes pour cet échange, et ensuite on va repasser en sous-groupe, vous trois, pour parler du coup de subsistance et des croissances. Voilà. Mais Franck, je te laisse quand même la parole, il y a un peu de temps. Oui, ça me faisait penser que ça donne l'impression que ce serait nous contre les autres formes de vie. Et en fait, ce qu'on n'aurait pas compris, c'est que on n'est pas contre les autres formes de vie, on est pour nous. Et du coup, on est contre les autres formes de vie. Alors que pour être pour nous, il faudrait être pour les autres formes de vie. C'est un peu un switch qu'on n'a peut-être pas encore fait, peut-être qu'on n'est encore pas assez mature en tant qu'espèce pour comprendre qu'on dépend des autres pour nous, pour notre intérêt individuel. Et ce serait peut-être là que ça pourrait réconcilier l'individuel et le collectif. Ah, mais complètement. Et alors là, je réagis rapidement. C'est exactement mon propos. Je pense que c'est peut-être même la seule et unique chance qu'il nous reste de nous sauver en tant qu'espèce, c'est de nous mettre au service des autres. Et ça, il est temps de le faire. On ne vivra pas en terraformant Mars sur une planète qui est inhabitable. Et alors, c'est intéressant parce que j'ai juste dans la main, et je me permets, Clara, mais ça va aller vite, parce que je suis en train de le lire,
Et au dos, c'est Baptiste Morisot, hein, manière d'être vivant. Imaginez cette fable, une espèce fait sécession. Elle déclare que les 10 millions d'autres espèces de la Terre, ses parentes, sont de la nature, à savoir non pas des êtres, mais des choses, non pas des acteurs, mais le décor, des ressources à portée de main. Une espèce d'un côté, 10 millions de l'autre, et pourtant une seule famille, un seul monde. Voilà, donc l'idée, c'est que voilà, on va quand même composer avec les autres, et qu'à un moment donné, ce sont un peu nos otages. J'ai dit. Eh ben, merci. Et je reprends aussi Vincent qui avait noté un peu plus tôt. Notre génial Hubert disait « L'homme survivra-t-il à son intelligence ?» Quant au sujet de la subsistance et de la résilience, je ne vais pas dire tout ce qu'on a dit, mais il y a un sujet quand même qu'on a abordé, qu'on a été plusieurs à aborder, c'est le risque systémique que l'on entrevoit ou que l'on peut craindre. On a été plusieurs à dire que dans la mesure où il est question, il est déjà question et il va être question de vivre ensemble et de façon beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, le risque peut être essentiel sera celui d'être face à notre incapacité à avoir des valeurs communes, des raisons d'être communes, des buts communs, en matière donc de raison d'être, de valeurs éthiques, de gouvernance, de traitement des tensions, mais traitement des tensions même entre deux personnes, et puis entre 3 et 10 et 20, bien sûr. Mais avant de parler de tensions entre deux régions ou entre deux pays, il est question des tensions relationnelles en tout petit, en microcosme, quoi. Et ça, on a été plusieurs à dire que c'est le risque essentiel. Ça faisait poser question à l'une des personnes de notre groupe qui voyait la gestion ou la consommation ou le traitement de l'eau comme risque essentiel, mais finalement, ça lui faisait poser question. En nous ayant entendus, il se posait la question de ce risque-là. Mais voilà, on a insisté là-dessus, sur la capacité qu'on doit avoir à vivre ensemble, mais sur des bases fortes, des piliers communs. Et je suis allé jusqu'à dire, pour ma part, que quand on sera capable de ça, eh bien, plus rien ne sera impossible. Il y aura forcément des obstacles et des difficultés, mais n'empêche que ce sont des bases absolument essentielles. On a dit d'autres choses, mais je vais peut-être m'arrêter là. Alors, je prends juste 2 minutes, hein, et je pense qu'on sera bon, Jeanne. C'est super intéressant, et merci pour ce partage, Christophe, et comme tu rapportais les échanges des autres, merci à toutes les personnes qui ont porté ça dans ce groupe. Il y a cette idée justement de tout réécrire, de tout réinventer avec la biorégion. Cette dynamique, elle nous permet justement de reposer des bases saines de vie collective par le jeu de la démocratie directe. Et je pense que c'est tout l'enjeu, hein, de cette dynamique biorégionale, c'est à un moment donné de choisir collectivement, toutes et tous ensemble, comment nous souhaitons interagir les unes les uns avec les autres. Et c'est une belle opportunité qui nous est offerte. C'est intéressant parce que c'est moi qui ai posé cette question, et ce matin, j'attendais tout sauf celui-là, le putain de facteur humain, le fameux PFH, puisque effectivement, on parle souvent des risques systémiques, c'est le stress hydrique, c'est la pénurie énergétique, c'est le blackout électrique, voilà. Mais c'est super que vous ayez relevé celui-là, parce qu'il sera effectivement absolument crucial. Et même si vous avez dû entendre parler de l'entraide, alors qui a été dans un premier temps théorisé par Kropotkin avant que, évidemment, Pablo Servigne et Raphaël Stevens s'en emparent, Gauthier Chapelle, pardon. Mais l'entraide, elle est souvent très présente quand les choses tournent mal, et c'est même le premier réflexe, et tant mieux. Maintenant, ça ne dure pas toujours. Voilà. Et pour que les choses s'équilibrent dans la durée sur de nouvelles bases, c'est à nous qu'il appartient, effectivement, de poser ces bases saines. Et voilà. Donc, je pense que c'est très, très, très évident. Tout ce que tu as partagé, enfin, évident et en même temps pas forcément pour tout le monde, mais l'humain sera clé, clairement.
Moi, je peux parler si vous voulez. Ça nous a perturbé un peu la question. Quel risque systémique redoutez-vous le plus et pourquoi? J'ai été surpris par la réponse d'Albert et d'Isa, mais ils en parleront mieux que moi. Donc moi, je vais juste donner la mienne de réponse. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la descente énergétique subie, potentiellement rapide et abrupte, qui causerait plein de ruptures d'approvisionnement, dont alimentaire et matériel. Et du coup, une sorte de mini chaos. Que j'ai pas envie. Enfin, je pense que ça ne durerait pas forcément très longtemps, mais sur la période où ça va arriver, j'ai pas envie de le vivre en fait. Je disais, j'ai vécu le premier confinement, je savais faire des courses juste avant et j'ai vu le magasin vide, je me suis dit, waouh, mais là, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, c'est déjà le chaos. Et je me dis, le jour où il se passe vraiment des trucs. Du coup, voilà, c'est ça mon plus grand. Le risque systémique, c'est un peu ça. C'est la descente un peu rapide subie, quoi. Ok. Du coup, moi, je suis très curieux de connaître les risques qui font peur à Isa et Albert. Et je réagirai après, hein, une fois que vous aurez partagé. Non, simplement le risque de restriction de plus en plus importante des libertés, de surveillance généralisée et avec facilité par l'intelligence artificielle et toutes les techniques qui sont mises en œuvre aujourd'hui. La perte de la démocratie à un niveau qui est plus large que simplement notre pays. Enfin, on sent que c'est quelque chose qui infuse partout. Et moi, je me dis, même si on a des difficultés matérielles et tout ça, à partir du moment où les humains sont un peu bienveillants, quand même, ça devrait se passer. Enfin, c'est tout le principe de l'entraide de Pablo Servigne. Par contre, si on se retrouve face à un État autoritaire, dictatorial et assez globalisant, bon, là, ça, c'est vraiment ma peur. Merci beaucoup. Oui, alors moi, je rebondis rapidement. Alors, clairement, moi, je pense que ça, c'est le scénario noir, mais qui peut vraiment arriver, enfin, on est en train un peu de le vivre déjà, hein, Isa. Quand on voit les mesures qui sont prises depuis le début du premier quinquennat de l'IA qui est au pouvoir, ça c'est comment il s'appelle, Alain Damasio, que j'ai rencontré l'an dernier, qui me disait que c'était une IA, Macron. Donc effectivement, à un moment donné, on est sur cette tendance-là, et avec des Darmanin, Attal, enfin bon, on est vraiment dans des scénarios qui peuvent ressembler de plus en plus à un scénario à la chinoise ou à l'un de ces épisodes de Black Mirror que vous avez peut-être vu. Enfin, voilà, donc c'est pas impossible. Moi, j'ai envie de croire au fait qu'ils seront coupés dans leur élan pour des raisons justement de pénurie énergétique. Mais je n'ai évidemment pas la clé. Moi, je peux vous encourager à lire, à découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, un excellent roman d'anticipation qui s'appelle Blackout. Je ne sais pas si vous l'avez lu, de Mark Ellsberg. Alors, je crois que c'est Mark avec un K, mais je ne sais plus exactement. Ouais, il est super bien. C'est un Allemand, qui a écrit ça fin des années 2000. C'est remarquable. Il a fait une enquête très complète sur la fragilité, la vulnérabilité des installations électriques sur l'ensemble de l'Europe. Et savoir que tous les réseaux sont interconnectés et que ça dépend toujours de l'offre et de la demande. Et d'ailleurs, il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'été 2020, que je ne dise pas de bêtises, 2021, je ne sais plus, à un moment donné, le réseau était tombé en Argentine, au Brésil. Enfin, il y avait 3-4 pays qui étaient touchés pendant quelques heures. C'est tombé évidemment déjà à New York aussi à plusieurs reprises. Enfin, alors le blackout électrique, moi, c'est celui qui me fait le plus peur aujourd'hui. Parce que quand je parlais de risque systémique, c'est cela. Hein. C'est pénurie énergétique, stress hydrique, rupture d'approvisionnement alimentaire. Enfin, quand l'électricité s'arrête, et on le perçoit très bien dans ce roman, tout s'arrête en fait. Il n'y a plus d'essence à la pompe, les TPE ne marchent plus, il n'y a plus d'eau au robinet, tout est activé par de l'électricité en fait. Et ça, on l'a complètement oublié. Alors je pense que, évidemment, on est hyper dépendant au pétrole, clairement, et c'est même notre première dépendance, mais l'électricité, c'est à peu près tout ce qui nous entoure. Donc c'est la forme d'énergie avec les transports et la chaleur, le chauffage,
qui est finalement la plus évidente pour nous, alors que c'est ce qui a sans doute de plus fou, quelque part, que tout fonctionne aussi facilement autour de nous. Et donc, dans ce bouquin, on voit que même les malheureuses vaches qui sont exploitées pour leur lait, mais de manière catastrophique, on peut plus gérer les pies qui enflent, sans parler des grandes chambres froides tout ce qui est comme stock est perdu, évidemment. Enfin bon, voilà. Je vous invite à lire ce livre qui est assez fou, mais qui permet quand même de se faire une petite idée. Et puis évidemment, toute communication s'arrête. Hein. On ne peut plus brancher son portable, son téléphone, enfin bon, tout s'arrête. Donc c'est waouh, costaud par rapport au mode de vie dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais après, sur la dérive, oui, la dérive, on y est déjà pour moi, et j'espère que ça va pas durer trop longtemps en fait, parce que je pense que si jamais ce système qui est plus résilient qu'il n'y paraît, même s'il est extraordinairement vulnérable, pour l'instant il est encore en place, et tant qu'il est en place et qu'il a les moyens il peut faire mal, clairement. Voilà. Ça c'est un peu voilà, donc il y a toujours le scénario noir, il est plus ou moins noir selon nous, mais selon les uns les autres. Et puis Albert, oui, pareil, enfin, on est dans cette même logique de surveillance, il y a des choses qui vont être faites pendant les JO, enfin bon. Il y a eu une extraordinaire opportunité qu'a offert le Covid. Hein. On a pu déverrouiller un certain nombre de tabous. Aujourd'hui, ça paraît logique à tout le monde de payer sans contact, de flasher un QR code pour commander quelque chose dans un restaurant. Enfin, on est allé assez loin déjà, hein, sans parler évidemment du pass vaccinal et enfin bon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur la subsistance, sur la résilience ? Je ne sais pas si vous avez réfléchi à cette définition de la liberté aussi. Oui, on était à peu près tous alignés. Isa nous a dit que c'était pouvoir choisir ses dépendances. Et Albert nous a parlé de tous ces liens qui l'aliènent et qui retrouvent de la liberté en tissant justement des liens avec des liens qui libèrent avec ses connaissances, avec ses proches, avec tout ça. Parce que sinon, ils se sentaient aliénés et dépendants de plein de choses. Et moi, j'aime beaucoup l'histoire de dépendance et d'autonomie, mais je réfléchissais même carrément à qu'est-ce qui fait qu'un animal sauvage, il est libre, en fait, c'est qu'il arrive à subvenir à ses propres besoins, peu importe l'endroit où il est. Là, on parle d'un animal sauvage. Hein, parce que, un animal sauvage, ouais. Un animal sauvage, il est libre parce qu'il peut subvenir à ses besoins à peu près partout où l'environnement ou le biotope est suffisamment préservé pour le faire. Quoi. Voilà. Albert, Isa, vous voulez réagir sur cette question de la liberté ? Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je me sentais pas libre à partir du moment où je suis dépendant de tout pour l'électricité, pour l'eau, pour le carburant, pour me nourrir, tout ça. Je peux pas réparer un appareil. Je peux rien réparer de tout seul. C'est irréparable. Quand j'ai un problème avec l'ordinateur, il faut que c'est très compliqué pour comprendre ce qui va pas, etc. Donc, c'est comme je suis en train de lire la convivialité d'Ivan Illich et il dit, avant c'était quand même bien plus simple. Le forgeron, on comprenait facilement ce que faisaient les gestes du forgeron et on était avec de l'apprentissage capable de refaire les gestes, etc. De la même façon que cuisiner. C'est quand même apprendre à cuisiner, c'est quand même relativement facile, alors que maintenant, le forgeron, il n'existe plus. Ce sont des opérateurs qui sont devant les machines-outils, qui le programment et ceci et cela, quoi. Ouais. Donc pour moi, il n'y a pas la liberté, elle est, moi j'ai l'impression qu'elle est pas là, quoi. Elle est plus là, quoi. Ouais, alors, quand j'étais ado, j'ai lu un livre dont je n'ai plus le titre, mais je me souviens de l'auteur, c'était Solzhenitsyn, qui était enfermé dans les geôles de l'URSS. Et il racontait comment il arrivait à tenir et avoir quand même cet espace de liberté intérieure
pour ne pas être justement à la merci voilà, de ces geôliers, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué, parce que je me suis dit, quel que soit ce qui se passe, on a quand même en nous quelque chose qu'on peut aller chercher. Et il y a des gens qui y arrivent et qui peuvent être des modèles, en fait, pour nous. Et c'est des témoignages comme ça que j'aime bien me rappeler dans les moments où je trouve que l'État est trop autoritaire. Ouais, moi je fais juste une... Vas-y. Non, je voulais juste dire que je partage. Clairement, et moi je mets souvent en opposition la liberté qui est présentée par le système dominant, qui est celle finalement de consommer. C'est surtout celle-là qu'on nous met en avant. Et on était privé de nos libertés pendant le Covid parce qu'on ne pouvait plus consommer, on ne pouvait plus sortir de chez soi. Il y a une liberté qu'on a totalement oubliée, c'est celle de vivre. Et pour vivre, et comme tu le disais très justement Gaëtan, c'est de reprendre possession des tâches fondamentales de la subsistance, enfin de nos besoins fondamentaux. Et c'est là où je vous encourage. Alors moi, je n'ai pas lu le bouquin, mais j'ai écouté 2 podcasts ou 3, je ne sais plus, passionnants sur Floraison. Floraison avec un S, qui propose souvent des podcasts très chouettes. C'est des échanges avec Aurélien Berland, qui a écrit Terre et Liberté, que nous citons justement dans nos textes là. Et donc, comment en fait on en est arrivé au fantasme de la délivrance absolue, c'est-à-dire que la liberté, telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui par le récit dominant, c'est une liberté où l'on se délivre, on se déleste, où il y a des esclaves énergétiques qui font les choses à notre place, et où finalement, même cuisiner, bon nombre de personnes ne le font plus. Et évidemment, c'est pas la personne qui a quelque chose dans son assiette qui a cultivé ce qui finit dans son assiette, clairement pas. Mais on pourrait évoquer tout le reste. Voilà. Et donc, à un moment donné, non, la vraie liberté, c'est justement l'autonomie, reprendre en main, tout en étant interdépendant, bien entendu, mais autonome sur les besoins vitaux, fondamentaux. Et c'est une autre conception de la liberté, mais qui va vraiment à l'encontre du récit dominant actuel. Et nous, on est vraiment dans cette démarche avec la biorégion, clairement, d'autodétermination, d'autonomie, d'autosubsistance, voilà. Sur la subsistance résilience, on était 3 et c'est vrai que c'est quand même des vastes sujets. Je vais commencer par la définition de la liberté, puisque c'était une des questions proposées. Oui. Et là, vous avez 3 heures pour réfléchir à ça et faire une copie là-dessus. 2 d'entre nous, si je ne me trompe pas, on dit que c'était leur définition de cette liberté, c'est de pouvoir déjà répondre à nos besoins primaires avec ce qui nous entoure, donc c'est en lien avec le biome dans lequel on vit. Donc, ce qui est autour de nous est abordable et viable. Et puis, je me suis permis d'y ajouter d'autres valeurs de type égalité. Et moi, j'ai interrogé, par exemple, l'égalité homme-femme dans un monde où les ressources seraient plus réduites, puisque certaines personnes disent que c'est peut-être grâce aux ressources fossiles que cette égalité homme-femme s'est améliorée. Voilà, vaste sujet. Et sur l'aspect subsistance-résilience propre, moi en l'occurrence, j'ai les ressources qui me posent question à court terme, c'est l'eau, le manque d'eau, et puis la santé. J'ai pensé notamment à mes enfants, dans quel monde vivre avec moins de ressources pour assurer des soins de santé. Derek, lui, avait une vision plus générale et disait qu'il finalement, il ne voyait pas de risque spécifique. Et il pense qu'en fait, c'est un enchaînement. Il suffit qu'un des enjeux ne soit pas répondu et d'autres n'y seraient pas non plus. Par exemple, manque d'eau, manque de nourriture, etc. Et puis pourquoi pas, Dorian évoquait quelque chose un risque encore plus grand que nous. Pourquoi pas la guerre nucléaire ou en tout cas d'autres risques de type des formes d'autoritarisme et de fascisme qui pourraient se répandre et qui peut-être se répandent déjà aujourd'hui dans le monde, et de savoir comment déjà ces formes de politiques ne répondent ou pas, peut-être probablement pas à nos problèmes auxquels on se confronte aujourd'hui, changement climatique, effondrement de la biodiversité. Et donc on se posait la question de comment
envisager, éviter ces embrasements guerriers et finalement comment créer peut-être des mouvements politiques ancrés biorégion et qui aient suffisamment de poids versus peut-être des structures qui existent encore, que ce soit des États-nations ou des régions qui ont beaucoup de ressources. On a évoqué la région parisienne qui aurait peut-être plus de poids en termes d'armée ou de choses comme ça. Bon, bref, c'est vrai que c'est complexe. Et mes camarades ont évoqué, je crois, un exemple qu'on va voir dans la suite du MOOC, qui est le municipalisme libertaire testé en Syrie. Voilà, j'espère que j'ai été conforme à nos échanges. Merci Dorian. Lève son pouce pour saluer la performance. Waouh, il y a énormément de choses là, mais c'est super intéressant. Il y avait un deuxième groupe là-dessus? Oui, ouais. Le groupe de Étienne, Magali, Florian, Cécile et Claire. Magali, tu veux prendre la parole? Je te laisse. Ouais. Merci Je vais beaucoup. prendre la parole pour ce groupe-là. Et en fait, ça enchaîne avec ce que disait Anne. Nous, en fait, on a commencé en centre-inverse, c'est-à-dire qu'on a commencé à se demander comment gérer l'exode urbain dans tout ça. Et surtout, sur l'aspect collectif, c'est comment gérer collectivement, en fait, une transition vers l'autonomie en rural pour la population importante qui vient de ville. Parce qu'individuellement, on peut se dire, allez, je vais vivre dans un éco-village, mais collectivement, comment on fait pour sortir de la ville et s'assurer une subsistance et une résilience. Et aussi la question des violences, quand on parlait des peurs éventuelles, c'était les violences politiques et sociales qui peuvent arriver en ville s'il y a une dégradation brutale en fait de l'autonomie. Et une remarque en fait, du coup, c'était Claire, je crois, qui habite à la montagne et qui disait que dans les campagnes, il y a eu 2 fois plus de personnes avant et donc il y a toujours la possibilité de les remettre. Donc il y a cette réponse-là qui a été apportée. Il y a aussi la question de la pertinence du développement des énergies renouvelables, jusqu'où est-ce qu'on peut aller et quel est le risque sur l'autonomie énergétique. Et en fait, de soulever que tout ça, ce sont des risques systémiques, que tout est lié et que parfois la question, voilà ce que nous disait Cécile, c'est que c'était préféré plutôt d'agir sur l'aspect alimentaire et eau qu'on maîtrisait mieux. Donc en gros, agir comme tout était un peu systémique, d'agir sur ce qu'on maîtrisait plus facilement. Et en fait, la question, ce qui est attendu un peu là sur le MOOC, c'est un peu avoir un peu moins de théorie et de pragmatique et concrètement comment on fait. Donc c'est un peu l'ouverture là-dessus. Merci. Ça me fait. Juste préciser en fait, God, parce que j'ai parlé de se focaliser sur l'alimentation et l'eau parce que c'est mon domaine de compétence. C'était juste dire que plutôt que de me focaliser sur mes peurs, je préférais me focaliser sur ce que je pouvais faire bouger. Voilà. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, l'eau et l'alimentation, mais j'imagine qu'il y a plein de compétences autour de ce MOOC, sur d'autres sujets. Merci pour le complément, Cécile. Oui, merci Cécile. Et merci Magali. Alors, ça me fait toujours rigoler ou sourire quand j'entends qu'il y a cette attente, cette impatience par rapport à tout ce que l'on va découvrir dans le module 3. Alors, sans dévoiler tout, même si j'ai déjà donné quelques indices, et on parlera effectivement du Rojava en Syrie, on parlera du Chiapas, on va vous partager un certain nombre d'expérimentations concrètes qui nous semblent inspirantes. N'attendez pas de ce MOOC que l'on vous donne des solutions toutes faites, parce que je pense que ça c'est super important. Nous n'avons pas réponse à toutes les questions que vous vous posez, nous nous les posons aussi. Mais c'est super important de le savoir, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas, et justement pour sortir de la théorie, même si c'est absolument indispensable que l'on vous ait transmis tout ce que l'on vous transmet dans ces 2 modules, enfin, j'espère qu'on le fait dans le bon ordre, hein, et vous nous le direz à la fin aussi, quand vous aurez pu prendre conscience de l'ensemble, c'est qu'on voulait y aller crescendo, et c'est qu'à un moment donné, nécessairement, dans le module 3, même ces visios vont servir de brainstorming collectif. Donc, on est en train de réfléchir au meilleur format et à la meilleure formule à vous proposer, mais ces solutions, on va les co-construire. Il ne s'agirait pas de vous dire c'est comme ça qu'il faut faire, nous on a tout compris, on sait exactement, alors que ni Guillaume ni moi, enfin aucune des personnes qui sont aujourd'hui engagées dans l'organisation, dans la création de ce MOOC n'a lui-même ou elle-même participé à la création d'une biorégion en tant que telle. Donc voilà, c'est pas à nous, et même si on l'avait fait, chaque biorégion aura sa propre histoire, sa propre vérité, donc ça vraiment gardez-le à l'esprit. Et
je pense que c'est à nous de nous mettre toutes et tous dans une dynamique proactive d'intelligence collective. Parce que, évidemment, que moi, j'ai plein d'idées. J'ai réfléchi à plein de choses. J'ai même, à un moment donné, travaillé de près sur le Périgord vert, sur une partie du Périgord vert où j'ai moi-même habité dans un éco-village. Mais chacun aura ses idées. Et il y aura à la fois nos idées, mais aussi celles qu'on va vous partager comme des expérimentations déjà lancées. Et puis, ce que vous observez, sans doute autour de vous, des choses dont vous avez entendu parler ou que vous voyez éclore à proximité sur votre territoire. Et après, chaque territoire, chaque réhabitante, réhabitant qui collectivement s'inscrit dans une telle dynamique sur un territoire donné, aura à composer avec toute cette matière. Donc, voilà, juste essayer de ne pas être trop dans une attente qui, à mon avis, nous ne pourrons pas la satisfaire. En tout cas, peut-être pas de la manière dont vous l'attendez. Voilà. C'est pour ça que ça me fait réagir aussi. Après, sur ce que j'ai entendu, il y a énormément de choses super intéressantes. Je pourrais en parler des heures sur chacune d'entre elles. Je ne sais pas, Jeanne, de combien de temps je dispose. Si on va avoir les deux autres groupes qui s'expriment, ce serait bien d'avoir encore 1 minute sur cette thématique et après de bouger sur l'autre. 1 minute, d'accord. Alors, je vais faire un choix parce qu'il y a entre la santé, la liberté, la guerre nucléaire, waouh, l'autoritarisme et le fascisme. Alors, moi, réellement, je pense qu'on y est déjà en France, hein, même si, évidemment, il y a toujours pire. Et à entendre parler Emmanuel Macron, on serait dans la plus belle démocratie du monde, évidemment. Non, cette tendance, elle est vraiment embarquée, engagée depuis, je pense, le début du quinquennat, le début du premier quinquennat. Ou alors, il faut vraiment être aveugle pour… voilà. Et je pèse mes mots. Hein. Je pense réellement qu'on n'en est pas si loin que ça. Évidemment, ce n'est pas encore un régime hitlérien ou mussolinien ou stalinien, mais quand même, hein, on s'en approche dangereusement à plein de points de vue. La guerre nucléaire, moi, je préfère ne pas y penser. En revanche, parce qu'elle est quand même possible, moi, je pense que l'un des risques, ce serait de voir les ingénieurs EDF quitter les centrales sans que la population autour ne sache la refroidir, l'arrêter. Enfin, voilà. Et ça peut arriver. Hein, si à un moment donné, il y a pénurie, rupture d'approvisionnement alimentaire, stress hydrique. Là aussi, on pense souvent aux armées. Si les plus riches commencent à rêver d'armées de robots, c'est qu'à un moment donné, n'importe quel humain qui a faim pour sa famille, j'ai vu le signe, merci, je terminerai là-dessus, se foutra royalement de servir qui que ce soit dans notre monde le jour où sa famille et lui-même seront en danger. Hein, ça, je pense qu'il faut quand même le garder à l'esprit aussi. Donc, si le système, à un moment donné, s'effondre, il n'y aura personne pour défendre les personnes que nous aimerions ne plus voir au pouvoir. Voilà. Bon. Alors oui, effectivement, on a lu cette page avec plein de questions. On aurait pu faire tout un MOOC juste sur ces 5-6 questions-là. On a commencé par la fin, parce qu'on était un peu assommé par la densité, qui sont très pertinentes. Hein. Et donc, on a commencé par ce qui nous semblait le plus apporter, c'est qu'est-ce que la liberté? Je crois que c'était ça, oui, la liberté véritable. Moi, j'ai proposé que la liberté, c'était de pouvoir choisir ses contraintes. On en a un peu discuté et j'ai l'impression que tout le monde était à peu près d'accord. N'hésitez pas à m'interrompre ou à lever la main si vous voulez me compléter. On est d'accord. Ouais. Pour moi, c'était même une pépite, cette définition de la liberté que j'avais lue par ailleurs, peut-être autrement, mais pour moi, c'est presque une pépite. Voilà. C'est de qui ça? C'est de vous ou vous l'avez lu du coup? Non. Moi, je l'ai lu récemment. Je me demande si c'est pas chez David Graeber et David Wengrow dans Au commencement était. Ah oui, mais oui. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. D'accord. J'ai regardé sur Internet, mais qui disait ça? C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Oui, parce que les libertaires américains, les néolibéraux, eux, ils sont pour une liberté de ne pas choisir ses contraintes, de faire n'importe quoi sans qu'on leur dise rien. Donc, c'est pas la même définition derrière. C'est même les libertariens, ça. Tu vois, c'est encore… Oui, enfin, oui c'est vrai. Ouais. Des sortes d'anarchistes de droite. Ils disent que c'est Jean-Louis Barrault. Jean-Louis Barrault. Alors aussi, il est connu. Jean-Louis Barrault, d'accord. Oui, enfin, c'était un metteur en scène, si c'est celui à qui je pense. Mais… Oui. Ok, en tout cas, je note. Allez-y. Alors,
Ouais, on a parlé des risques. Il y avait une question sur les risques systémiques. Alors au début, on est parti sur quelque chose de très terre à terre, que effectivement les principaux risques c'est l'eau et la nourriture, parce que c'est quand même plus facile de faire la paix quand on a bien mangé et qu'on a bu. Mais effectivement, après est venue l'idée que en fait c'est surtout les inégalités. Parce que si on distribue bien l'eau et la nourriture, a priori, il y a moins de risques de conflit et on peut quand même s'en sortir à faire quelque chose de pas trop mal. On a parlé des institutions et de l'importance des institutions qui en fait sont pas si importantes que ça. Ce qui est important, c'est surtout les services, entre autres du soin et de la sécurité, mais que en fait les institutions sont peut-être plutôt un obstacle à l'avènement du nouveau monde, j'allais dire, parce qu'elles sont plutôt les garantes du statu quo finalement. Ah c'est clair, oui. Ouais, intéressant. Donc c'est peut-être un effondrement presque à provoquer. Enfin bon, là on part sur des théories plus radicales, mais voilà, je trouve qu'effectivement c'était intéressant ce débat-là. Tac, tac. Oui, sur les déplacements. Alors, je crois que c'est Vincent qui disait que, effectivement, il a parlé du concept de la ville des 15 minutes, où l'idée, c'est de pouvoir avoir les services de base, a priori, à peu près 15 minutes à pied de là où on vit. Et donc, plutôt que, ça va dans l'idée du post-urbain, où on a tout concentré, où là, au contraire de ce mouvement-là, il faudrait décentraliser pour réinscrire les services sur les territoires. Et où finalement, les gens n'auraient pas à se déplacer, à s'accumuler tous en ville pour jouir de services basiques. Donc, c'est vrai que c'est du bon sens, dit comme ça. Et moi, je disais que, au-delà de penser par quels moyens se déplacer, effectivement, ce serait de poser la question de pourquoi on se déplace. Est-ce que c'est si important de se déplacer finalement? C'est un peu comme sur le débat sur les énergies, où on se demande mais quelle énergie, quel mix énergétique? Non, c'est plutôt comment déjà on peut moins avoir besoin d'énergie, et ensuite dans un second temps se pose la question de quelle énergie, quel mix énergétique choisir. Voilà, je ne sais pas si vous avez des compléments, j'ai déjà pas mal parlé. Il y avait cette histoire de répondre au stress, aux problèmes hydriques et alimentaires, et de dire un des moyens, c'est de sortir ça du marché, et donc de faire de l'alimentation et de l'eau des produits non monnayables. Donc, et ça ramène toute la question des communs, évidemment. Et même chose avec l'économie locale. Quelle économie locale développée? Une économie qui répond à des besoins fondamentaux, dont on a sorti tout ce qui répond aux besoins fondamentaux des règles de marché. Et donc des relations de pouvoir entre ceux qui ont accumulé et qui imposent à ceux qui n'ont rien les prix qu'ils ont envie, etc. Donc, et on revient alors à la notion d'égalité ou d'inégalité, évidemment, qui est assez fondamentale. Ouais, super intéressant, merci. Est-ce que Séverine, tu voulais rajouter quelque chose avant que je fasse l'une ou l'autre remarque? Non. Ok, Clara, on a un peu de temps là. Ouais, on a encore 15 petites minutes, donc vas-y. D'accord. Il y a deux, trois éléments qui me font réagir, notamment cette idée de déplacement, parce que je pense qu'effectivement, de par la descente énergétique et matérielle, on va vraiment vivre ce que j'appelle cette contraction de l'espace-temps. Et nécessairement, on va devoir composer sur des surfaces beaucoup plus réduites et nous déplacer par nécessité aussi. Parce que si demain, on doit faire 100 pétrole ou avec beaucoup moins, en tout cas, ça va être vite vu de nous déplacer beaucoup moins qu'aujourd'hui. Je cite souvent cette personne qui s'appelle, je crois, de mémoire, parce qu'il y a un rugbyman qui a le même nom, mais je crois que c'est Laurent Castagnède, qui était passé sur Thinkerview, qui est un spécialiste de la mobilité, et qui à la fin, si vous connaissez Thinkerview, lorsque Sky, le présentateur, demande toujours est-ce qu'il y a quelque chose d'impérissable, une bouteille à jeter à la mer, et Laurent Castagnède avait dit ceci, qui je trouve hyper lumineux: il va nous falloir réapprendre à bouger pour vivre et ne plus vivre pour bouger. Et aujourd'hui, on vit pour bouger, en fait.
Et demain, à la fois sur un même territoire, mais peut-être même d'un territoire à un autre, ce qui est assez fou, c'est que on a ce culot, et ce sont mes mots, hein, mais ce culot évidemment de laisser mourir tant de personnes en Méditerranée tout en accueillant des Ukrainiens parce qu'ils sont blancs, mais on oublie complètement demain le risque fort pour de grandes populations, alors déjà urbaines, de quitter les villes, mais peut-être même de migration massive française vers des pays plus au nord, en fait. Et il faudra bien que d'autres nous accueillent hein, quand nous, on migrera. Mais je pense que oui, il va falloir être agiles. Donc, à la fois nous réancrer dans un territoire par rapport à cette dynamique biorégionale, tout en ne perdant pas de vue que, en fonction de l'évolution de la situation, notamment climatique, mais également hydrique, alimentaire, enfin tout est lié évidemment, il nous faudra peut-être aussi migrer. Voilà. Donc, je pense que les déplacements vont vraiment prendre une toute autre forme dans les prochaines années. Donc ça, c'était déjà une première remarque. Une deuxième, sur les communs, évidemment, moi je suis un fervent défenseur des communs. Je pense qu'il y a des biens. Aujourd'hui, à part l'air que nous respirons, tout, a priori, a été soit privatisé et ou même fait l'objet de spéculations sur les marchés, hein, puisqu'en Australie et dans différentes bourses américaines, l'eau est une matière sur laquelle on peut spéculer, comme les matières premières alimentaires, évidemment, comme le blé et toutes les autres depuis bien longtemps déjà. Oui, il va nous falloir, à un moment donné, reprendre possession d'un certain nombre de choses, mais de manière commune, et sortir du marché, exactement. Moi, je pense aussi à la propriété privée, qui est peut-être l'une des plus grandes conneries de l'espèce humaine, puisque aucun autre animal, alors même si évidemment au sein d'une même espèce on peut avoir des territoires, mais on n'a pas le droit de tout détruire sur le territoire sur lequel on vit, quoi. Nous, en fait, un humain, quand il est propriétaire d'un terrain, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Voilà. Bon. Alors, il y a quand même quelques lois, évidemment, mais il peut quand même réellement, c'est l'abusus, hein, voilà, faire un petit peu ce qu'il veut. Et ça, c'est complètement ahurissant. Après, j'avais encore une autre réaction que je voulais avoir sur les inégalités. Ouais, alors nous, dans les risques, ce qui est ressorti des autres groupes, c'est aussi, finalement, le risque, c'est de ne pas nous entendre entre nous. Parce qu'on met souvent l'entraide en avant. L'entraide, comme le disent très bien Pablo Servigne et Gauthier Chapelle dans l'entraide, mais aussi Kropotkin au début du XXe siècle, puisqu'il avait écrit l'entraide bien avant, c'est que c'est le premier mécanisme qui se met en place, et c'est d'ailleurs le plus répandu dans le monde vivant, tout court. Darwin a parlé de la loi du plus fort, mais aussi de l'entraide. Et on a gardé volontairement, à dessein, cette idée que on était uniquement là pour même, en reprenant une image complètement folle, l'homme est un loup pour l'homme, alors que les loups, entre eux, ils se respectent très bien et il y a une autorégulation parfaite avec leur écosystème. Mais en tout cas, voilà, cette entraide, elle est souvent celle à laquelle nous avons recours spontanément quand ça va pas bien, on s'entraide, mais ça peut ne pas durer. Ça peut ne pas durer, il suffit qu'un élément perturbateur mette son grain de sel pour que l'entraide capote, malheureusement. Or, dans le monde vivant, les groupes qui fonctionnent en entraide sont beaucoup plus forts que les groupes qui privilégient la rivalité. Et donc, à un moment donné, oui, poser les bases saines, notamment dans le cadre d'une dynamique biorégionale, pour éviter les enjeux, les jeux de pouvoir, essayer, non pas comme vous l'avez fait ce soir en nommant Franck chef, de ne pas avoir de chef, je rigole, évidemment, mais en tout cas, via la démocratie directe, de sortir de ce risque potentiel qu'ont relevé d'autres groupes, notamment hier, en disant ah oui, mais est-ce qu'il n'y aura pas une tendance naturelle à nouveau s'en remettre à une personne providentielle, à un chef, à un leader. Alors bon, après, tout dépend de ce qu'on entend par leader, hein, parce qu'on peut être leader sans avoir ce souhait de diriger les autres. Moi, je pense qu'on peut vraiment s'auto-gérer, comme c'est le cas au Chiapas, comme c'est le cas au Rojava, où finalement, à un moment donné, tout le monde a compris sur place que c'était pour le bien de la collectivité, de s'en remettre à un système réellement démocratique, et tant mieux. Donc, à nous de nous autoriser
à essayer cette possibilité-là, parce que très souvent, même quand je discute avec des amis, et je pense que vous avez le même genre de discussion, il y a toujours des personnes pour vous dire « Ah oui, mais ça a toujours fonctionné comme ça, il faut toujours un chef. En fait, il y a toujours un chef qui ressort. » Ben non, non. Il est possible de fonctionner autrement. Un certain nombre de peuples premiers l'ont prouvé aussi, ou même les Indiens d'Amérique, enfin, parmi certains des Indiens, hein, on imaginait toujours qu'il y avait un chef, alors que en fait, c'était souvent c'était pas un chef, c'était le sage, le plus âgé, qui était un peu la personne vers laquelle on se tournait en cas de problème, mais qui n'était pas forcément un chef. Et je crois que même Geronimo, je l'ai lu dans Kirkpatrick Sale, l'art d'habiter la terre, à un moment donné, qui s'est présenté comme chef pour négocier avec les colons blancs qui arrivaient pour tout dézinguer évidemment en Amérique. Et à un moment donné, ses propres les membres de son peuple, de sa tribu, l'ont rejeté après en disant mais pour qui tu te prends? Nous n'avions pas de chef et tu t'es présenté comme le chef. Donc voilà, donc je pense que ce rapport-là, il est à déconstruire aussi. Voilà. Bon, est-ce que vous aviez d'autres remarques, peut-être des questions, parce que là j'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'il y avait d'autres réflexions, d'autres? On en a écrit pas mal là sur le chat. Ouais, pardon. Ouais. Ah oui, oui, je vois. Alors, le communisme façon Mao ou Staline a tué les concepts de mise en commun des ressources. Alors, tout dépend après. Oui, ça n'a pas forcément été une vraie mise en commun. C'est ça le truc aussi. Hein. La mise en commun, il faut savoir ce que c'est. Hein. C'est vraiment décider collectivement et c'est administrer collectivement. Là, il y avait une volonté d'eux, mais qui s'est retrouvée finalement dans la même dynamique que le capitalisme. Et ce que l'on oublie souvent de dire aussi par rapport au communisme, c'est que finalement, on était dans la même dynamique extractiviste, productiviste, consumériste, déchetiste. Exactement la même. Alors que, et c'est peut-être la différence la plus essentielle, l'anarchisme n'est pas du tout sur ce modèle extractiviste, productiviste, consumériste, déchetiste. Il est réellement sur le respect de l'autre et notamment sur le respect du vivant. Alors même si tous les anarchistes ne sont pas biorégionalistes voilà, mais en tout cas il y a un certain nombre de courants anarchistes qui sont sur l'égalité, mais pas seulement l'égalité entre humains, l'égalité aussi avec les non-humains. On avait abordé, plusieurs personnes du groupe ont abordé le fait que la décroissance opposée du coup à la croissance ne voulait pas dire renoncement à la croissance et qu'il fallait plutôt orienter la croissance sur des domaines et des actions positives pour le sujet qui nous concerne, pour l'environnement et compagnie. Et que du coup, décroissance s'entendait surtout sur des notions d'économie, de productivisme, de consommation, etc. Et que du coup, c'est un peu ce qui résonnait sur ce sujet-là. Il y avait une deuxième question, c'était sur le rapport personnel qu'on avait avec la décroissance notamment. Et chacun et chacune des membres du groupe était déjà bien impliqué sur la notion de frugalité, la notion de faire baisser son impact, notamment sur les émissions carbone. Donc chacun et chacune était impliqué soit individuellement, soit dans un petit collectif. Et la question, c'était de savoir justement comment, de par son échelle individuelle, on pouvait créer une émulsion collective et comment collectivement on allait pouvoir intégrer cette notion globale de décroissance. Voilà, j'espère avoir résumé ce qui a été dit. Moi, en intervenant dans l'un des groupes, j'ai entendu, mais je pense que c'était peut-être de nouveau Claire, Dom, et je ne sais plus, enfin, j'ai entendu une conversation passionnante aussi sur le fait, la grande vertu que peut avoir le dépouillement, le fait de vivre avec moins. Et voilà, je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous souhaite le partager, mais ça résonnait beaucoup en moi, et voilà, je vous ai écouté avec intérêt sur ce point-là. Je vois Claire qui acquiesce. Oui, ouais, c'est ça, c'était notre groupe. Effectivement, on a parlé du fait à quel point, en fait, le fait d'avoir moins, de faire moins, Pardon, j'ai un petit bonhomme qui est là parce qu'il y a des grèves des enseignants. Allez-vous, maman, allez-vous, Pardon, désolée.
Donc avoir moins, faire moins. Pardon, excusez-moi. Clément, elle n'était pas dans sa chambre. Je sais pas mon chouchou. Pas de souci. Pas de souci. Voilà, et qu'effectivement, c'était pardon, excusez-moi. Qu'il y avait qu'il fallait peut-être mettre plus en avant les avantages qu'il y a effectivement à consommer moins. Mais en fait, on se heurte au fait que les gens qui aujourd'hui font de la publicité, du marketing n'ont aucun intérêt à le faire. Voilà. Donc forcément, mais le jour où ils le feront, bah, ça fera forcément évoluer l'imaginaire et les choses dans lesquelles les gens se projettent, le bonheur dans lequel les gens se projettent. Et Martine avait soulevé quelque chose d'intéressant aussi, c'était le fait qu'il y a la notion de plaisir un peu rapide, en fait, qui est très différent de la joie, en fait. Et ça, c'est vrai que on se heurte quand même à ça, c'est que dans la consommation, il y a la notion de plaisir un peu immédiat, en fait. Vous voulez, alors ça, je rebondis juste rapidement, Jeanne, et peut-être avant qu'on passe au dernier groupe. Et merci Claire déjà. Et alors sachez que moi j'oppose souvent, la joie, c'est essentiel évidemment, mais plaisir et bonheur. Et je ne sais pas si vous le savez, mais au niveau neurologique, le neurotransmetteur qui est à l'origine du plaisir, la dopamine, et le neurotransmetteur qui est à l'origine du bonheur, la sérotonine, sont antagonistes. C'est-à-dire que plus on sécrète de dopamine, plus le taux de sérotonine chute. Et donc, on est dans un système complètement délirant, mais à dessein, qui nous vend l'accumulation de biens et l'accumulation de petits plaisirs pour arriver au bonheur, alors qu'en fait, le bonheur ne peut absolument pas être atteint de cette manière-là. C'est tout l'inverse. Et donc, c'est plutôt en se dépouillant et en revenant à l'essentiel que l'on peut justement atteindre le vrai bonheur. Alors, il y a Alex qui veut prendre la parole. Vas-y. Oui. Je suis désolée, je suis en plein Paris. Il s'est passé un truc, je pense, un peu gravos parce que c'est la 3e ambulance qui passe. Bref, c'était juste pour rebondir parce que c'était une des prises de parole dans mon groupe sur la décroissance. À la fin, sur la question de chemin de la frugalité, j'ai souligné que c'était un peu ma quête du moment de comment rendre désirable la décroissance, parce que du coup beaucoup de gens disent bon voilà, c'est triste de décroître, on ne peut plus consommer autant, c'est pas fun. Comment la rendre fun, comment mettre de la joie dedans, c'est une grande quête du moment pour moi. C'est comment animer ces espaces décroissantistes, écolo, militants, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de tendresse, pour justement créer ces espèces de trucs que le monde capitaliste aussi utilise en fait. On commence à s'accaparer malheureusement, je dis s'accaparer de ces outils de marketing, mais marketing décroissantiste, et faire en sorte que les communautés se fédèrent autour de ces sujets parce qu'il y a de la joie dedans et ça le rend désirable, quoi. Voilà, ça me donnait envie un peu de rebondir. Merci beaucoup pour ton partage. J'aimerais beaucoup qu'on continue sur le partage qui vient d'être fait, et en même temps j'ai peur d'avoir que le dernier groupe n'ait pas l'espace de pouvoir s'exprimer. Donc est-ce que une personne du groupe de subsistance résilience, Christophe, j'avais cru comprendre que c'était OK, et comme on a eu d'un côté Claire et Dom qui se sont exprimés, on aura encore une parité avec toi. Tu as bien compris. Très bien, merci. Je veux aussi juste apporter une petite chose sur ce que disait Alexandra tout à l'heure et sur le sujet, avant de venir à la subsistance et résilience. Je fais et je fais encore l'expérience du fait que le plus beau des voyages que je puisse faire, c'est le voyage intérieur. Et je l'ai réalisé, je le constate encore quand je fais ce voyage-là. Et je veux juste dire ça parce que les voyages que je fais à l'intérieur de moi se passent complètement de bien, de loisirs, de plaisir, bref. Et donc, quand je fais ce voyage intérieur, je pense déjà si ce n'est dans la frugalité, ça m'embête d'utiliser ce terme, mais bref, donc je souscris complètement à ce que disait Alexandra et les prédécesseurs. Oui, moi, ce que j'ai voulu dire sur ce chapitre-là, c'est que c'était un chemin que j'avais entrepris dans mon foyer avec ma famille, dans notre lieu et tout ça, et que je trouvais que c'était parfois difficile de
de faire des choix un peu radicaux de décroissance ou de frugalité dans un système qui ne l'est pas, parce que des fois on a l'impression de s'auto-punir ou de se flageller, alors que puis les gens qu'on côtoie qui sont pas forcément aussi éveillés, ils comprennent pas trop. Et du coup, on est sans cesse en train de trouver l'équilibre entre ce qu'il faudrait faire pour être au top, en gros, et ce qu'on s'autorise à ne pas faire tout de suite pour que ça soit confortable, quoi. Voilà, et je pensais pas forcément à la consommation dans le sens acheter, mais surtout au mode de vie, voilà, le chauffage, les trajets en voiture, les loisirs, des choses comme ça, quoi. Pas forcément les achats, parce que les achats, je pense que j'arrive bien, on est vraiment sobre sur les dépenses et sur les revenus aussi. On a diminué nos revenus. Et c'est encore sur le mode de vie qui, même si on descend notre impact carbone, si c'est pas forcément la seule manière de mesurer l'impact, mais une manière en tout cas, on n'est pas encore à 2, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à aller à 2. Voilà, j'ai dit. Merci. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent rebondir ou rajouter des choses? Moi, Vas-y, Albert. Moi, j'ai évoqué la difficulté de la sobriété quand, par rapport au manque de confort que forcément ça entraîne. Quand on commence à vieillir, qu'on est moins valide, il y a des choses que, à un moment donné, on a réussi à lâcher. Et puis, on va faire des retours en arrière parce que ça devient plus difficile physiquement, etc., quoi. Et voilà, et on va vieillir dans la période d'effondrement. Donc, voilà, comment gérer ça, comment on va appréhender ça, ça peut être compliqué aussi. Merci Lisa, parce que ça c'est un point, mais je fais très court, c'est un point qui est rarement évoqué, et donc clairement à garder à l'esprit. Merci. Et oui, et bon, je rajouterais par rapport à la décroissance que, bon, comme je disais, j'avais dit tout à l'heure, je suis dans un habitat groupé, c'est vrai que ça facilite dans une certaine mesure la décroissance puisque nous avons du matériel en commun. Par exemple, machine à laver, sèche-linge, et puis du matériel pour bricoler. Et aussi par rapport à la décroissance, ce qui est important, me semble-t-il, c'est dans un certain nombre de cas, c'est qu'on peut, par exemple, notamment pour faire la cuisine, on peut acheter c'est ne pas hésiter à acheter du bon matériel, à investir vraiment quand on le peut dans du bon matériel qui va durer pratiquement éternellement, plutôt que d'acheter des choses bon marché qu'il va falloir renouveler régulièrement. Et puis, c'est systématiquement de se poser la question de est-ce que je peux pas essayer de faire durer un peu plus longtemps mon smartphone plutôt que de le remplacer ou mon ordinateur, mais ce qui va pas s'en poser des problèmes parce que voilà, moi les premières sessions de l'archipel du vivant, j'ai mon micro qui fonctionnait pas et puis là j'ai enfin réussi à trouver ce qui se passait, mais je dis bon voilà, est-ce que je devrais pas changer d'ordinateur, acheter un nouvel ordinateur? Bon, il a 8 ans, bon c'est sûr, c'est peut-être le moment, mais voilà, mais c'est pas, ça demande vraiment à chaque fois de faire un effort, quoi. Mais en même temps, au moins tu te poses la question. Il y a des personnes pour qui c'est même pas une question. Oui, absolument. Absolument. Tu vois, moi j'ai un vieux Mac là, celui avec lequel je vous parle aujourd'hui. Je devais le remplacer il y a 2 semaines et ils sont en attente d'un autre Mac, mais d'occasion, qui est de la même génération. Celui-là, il a 9 ans aussi. Et là, il y a plein de choses qui ne marchent plus. Il a plus de mémoire. Le pad de la souris ne marche plus. La prise casque ne marche plus. La barre espace commence à... Voilà. Mais je le garde jusqu'à la dernière... Mais c'est important parce que, effectivement,
pour énormément de personnes, la question ne se pose même pas, d'autant plus que quand on va même chez un réparateur ou dans un magasin, enfin généralement dans le magasin où on l'a acheté, on vous dit que ça coûtera moins cher d'en récupérer un neuf. Je ne sais pas si vous aviez vu cet excellent documentaire d'Arte sur l'obsolescence programmée. Alors, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais ça, je pourrais retrouver, qui est génialissime. On montre comment il y a une ampoule électrique, mais vieille génération, qui marche depuis plus d'un siècle dans une caserne de pompiers à Chicago, je crois, parce que les ampoules ne s'arrêtaient pas, en fait, à l'époque. De la même manière que les collants ne filaient pas, en fait. Et un jour, on a demandé aux ingénieurs textiles et aux ingénieurs électriciens, enfin, de partir sur cette idée d'obsolescence programmée. Le docu commence même avec une personne qui imprime grâce à une imprimante de bureau, et au bout d'un moment, l'imprimante, elle ne marche plus. Et en fait, ça fait partie des appareils où, en se renseignant, il suffisait juste de remplacer une pièce ou de bouger une pièce parce qu'elle était programmée pour s'arrêter au bout de tant de milliers de copies. C'est complètement délirant, hein, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc on a quand même demandé à des ingénieurs pour qui c'était une logique de proposer quelque chose de durable, voire d'éternel, de rétro-pédaler pour imaginer des produits qui, au bout d'un moment, s'arrêtent de fonctionner, quoi. Ou s'abîment, comme les collants. Enfin bon. Donc ça, je pourrais vous partager aussi dans le Discord, parce que c'est un excellent film qui permet vraiment de mieux comprendre l'hérésie, encore une fois. Est-ce que c'est prêt à jeter? Je crois que c'est ça. Oui, prêt à jeter. Excellent, merci Camille. Je vous partage le lien dans le chat. Super consommation. Et d'ailleurs, sur le site de l'Archipel du Vivant, vous avez une médiathèque avec plein de documentaires que l'on vous recommande et des liens pour les visionner gratuitement, souvent quand ils sont sur Imago, hein, qui est une plateforme de documentaires vraiment chouette. Ok. Est-ce que vous aviez d'autres envies de partage sur cette question de la décroissance, de la sobriété, de la frugalité, enfin, de la nécessité finalement quelque part qui va s'imposer à nous, hein. C'est comme tout, hein. Aujourd'hui, il y a encore des personnes pour qui c'est complètement tabou simplement de prononcer ce mot, alors que nécessairement dans une descente énergétique et matérielle qui a commencé, la décroissance, elle est juste évidente, elle va s'imposer à nous. Pour moi, je suis convaincu de la nécessité de la décroissance. Le fait est que pour décroître, ça se prépare. Et la difficulté de la décroissance, c'est la difficulté dans des relations humaines. C'est-à-dire que les relations humaines, je veux dire, des lieux où on peut discuter, échanger et se préparer à, n'existe pas ni dans les entreprises ni ailleurs, quoi. Et donc ça demande une préparation. C'est tout à fait c'est absolu, mais ça demande une préparation. Et d'où l'intérêt, effectivement, et je vous remercie, j'en profite, de l'intérêt de ce MOOC. Mais c'est exactement l'une de ses ambitions, clairement. Voilà. Et je voudrais rajouter, puisque maintenant le micro fonctionne, je vais plus le quitter, tant pis pour vous. C'était pour vous dire que effectivement, quand j'ai appris le MOOC et quand j'ai vu ce qui se déroulait, pour moi ça a été vraiment une bouffée d'oxygène, parce que j'étais, compte tenu de tout ce qu'on a dit là, etc. Je me disais, mais je voyais aucune solution, je voyais pas de perspective et tout ça. Et là, j'avoue que ça ouvre des perspectives, même si je sais que tout ça va prendre du temps et ça va être pas facile du tout. Voilà, merci. Merci beaucoup Albert. Ça fait toujours plaisir et c'est exactement pour ces raisons-là que l'on vous propose ce MOOC. À midi, ce qui a été évoqué, c'est intéressant parce que le risque, je reviens sur le risque qui faisait le plus peur, c'était le risque humain de ne pas s'entendre, de ne pas arriver justement à poser les bases d'une entraide saine. Hein, vous savez, on en a parlé avec, effectivement, c'est Isa, je crois, qui parlait de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle sur ce livre, mais Kropotkin, hein, qui est un anarchiste de la première heure, a écrit également l'entraide à l'époque. L'entraide, c'est souvent le mécanisme premier qui se met en place lors d'un
lors d'un problème, d'un risque, d'un choc puissant. Et c'est très puissant l'entraide, mais ça peut, surtout entre humains, ne pas s'inscrire dans une durée très longue. Il suffit d'un élément perturbateur, et c'est ce qu'explique très bien Pablo Servigne, pour qu'à un moment donné, malheureusement, la compétition, la rivalité l'emporte à nouveau sur l'entraide. Donc, c'est sûr que dans une nouvelle société telle que celle que nous aimerions voir émerger avec l'utopie biorégionale, il s'agira collectivement de poser des bases solides du vivre ensemble. Et ça passe par énormément de points à valider collectivement. C'est une opportunité extraordinaire de tout réinventer. Moi, j'aime bien, je le dis, je le redis. Quelle fabuleuse opportunité de déconstruire et de reconstruire autrement. Et on pourra reparler aussi, puisque c'est l'un des sujets de la semaine prochaine, des rapports de domination, des oppressions systémiques et autres. Enfin, en tout cas, cette faculté que nous avons là collectivement, à condition évidemment de nous en emparer, de tout recréer, réinventer, c'est voilà, c'est assez jouissif. Et j'ai une autre idée qui est en train de m'échapper, donc je vous laisse la parole le temps qu'elle revienne. Et encore peut-être un ou deux ressentis, et puis après on va passer au tour de déclusion, parce qu'il nous reste que quelques minutes. Mais si vous avez un partage un peu brûlant, n'hésitez pas à prendre la parole. Par rapport à l'entraide, je voulais juste signaler, je fais partie d'Adaptation Radicale et on est en train de mettre sur pied un jeu qui s'appelle le jeu de l'entraide pour justement s'entraîner à des scénarios catastrophes et à voir comment on peut mettre en place des choses qui soient plus justement instinctives au niveau de l'entraide par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est un jeu qui est en développement, mais c'est quelque chose qu'on pourra partager après avec les prochains MOOC peut-être. Carrément, avec plaisir Lisa, merci. Mais on est clairement, alors c'est pas forcément l'idée qui m'a échappé, mais peu importe, on est clairement dans l'impréparation. C'est-à-dire que le système dominant est tellement sûr de sa toute-puissance aujourd'hui, tout en sentant, je pense quand même un petit peu que le vent est en train de tourner. C'est pour ça qu'il resserre la vis aussi. Alors que finalement, toute civilisation, généralement, n'est jamais aussi proche de la chute que lorsqu'elle est au sommet de sa puissance. Donc, on vit une époque très bizarre, très particulière. À nous d'en faire quelque chose, encore une fois. Et c'est vrai qu'avec cette dynamique biorégionale, on a la possibilité, voilà, merveilleuse de créer quelque chose de nouveau, de radicalement différent. Voilà. Alors nous, en fait, sur la décroissance, on est parti un peu on a parlé bien sûr qu'il y avait un surplus que ce soit des matériaux, des besoins, mais en fait, qui avait plutôt maintenant un effet négatif, 12 besoins de décroissance. On a quand même bien noté qu'il n'y a pas tout le monde qui a ce surplus, que ce soit même en France, en Europe et encore moins dans le monde. C'est pour ça que le terme de décroissance peut être plus ou moins bien perçu, qui peut aussi avoir une connotation négative, et c'est pour ça aussi qu'il y a une grosse résistance par rapport à ce terme, ça on s'en rend bien compte. En faisant quand même la différence où en France, au niveau politique, média, en fait, le terme décroissance, il est souvent mélangé avec le terme de récession, en fait, qui est un peu une décroissance pas choisie, et nous, ce qu'on essaye de défendre, c'est plus une décroissance choisie. Généralement, dans le groupe, on était assez d'accord, donc il n'y a pas eu pas tant de débats, c'était plus pour confirmer. Et donc en fait, il y a ce besoin de décroissance choisie, et on s'est aussi dit que c'est quelque chose, en fait, même si c'était perçu comme une destruction un peu de ressources, ça pouvait aussi permettre de faire beaucoup de transferts en fait de compétences, de métiers. C'est pas que les gens vont forcément perdre leur emploi, c'est qu'ils vont devoir utiliser leur savoir ailleurs. On a passé par exemple à l'aviation, qui risque d'être dans un monde décroissant, qui risque d'être moins pertinente, mais les ingénieurs en aviation, ils ont des connaissances qui peuvent être très utiles dans plein d'autres domaines, donc ça serait pas forcément une perte non plus. Ça irait aussi du coup avec le respect du vivant, donc ça rejoint exactement les autres termes desquels on parle. Et en fait, on s'est dit, c'est vrai qu'on aborde souvent la décroissance sur la partie économique. On pense à ça parce que c'est aussi là-dessus que c'est combattu, et que c'est aussi vraiment une idée aussi un peu plus philosophique et de société, quoi. C'est aussi un autre rapport plutôt qu'à l'économie, c'est plus un rapport au temps. Donc c'est un peu l'idée de regagner du temps, parce que le défaut en fait de l'opulence qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a plus de temps. Donc c'était plus une opposition temps-argent au final, on l'a vu comme ça. Et j'espère avoir bien retranscrit au mieux. Merci beaucoup, Derek. Merci beaucoup pour ton partage.
Ok, je vais parler. Je m'auto-désigne. En fait. Est-ce que c'est OK avec tout le monde Enfin, est-ce que l'ensemble de tout le monde. Ok, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a plein de pouces OK, donc vas-y. Donc ouais, on a parlé aussi de la décroissance et en fait, après, j'ai eu l'impression qu'on a parlé de plusieurs niveaux. Voilà, il y a intime, individuel, collectif et global. Au niveau collectif et global, il y avait le problème du comment était perçu le mot décroissance dans l'opinion. Donc il y avait le problème des médias et le problème de la crainte de conflit entre personnes qui étaient convaincues et pas convaincues. Donc voilà, il y avait des risques d'opposition au niveau collectif et global. Après, on a aussi parlé du rapport théorique qu'on pouvait avoir avec la décroissance. Voilà, donc ça, c'était plutôt au niveau individuel collectif avec les livres ou le MOOC ou des choses comme ça. Et après, on a aussi parlé, en fait, alors je sais pas le mot, je ne saurais pas trouver le mot, mais au niveau individuel et intime, un rapport, le caractère de nécessité, en fait, voilà, voilà, je ne sais pas le terme, quel rapport on peut entretenir avec la décroissance, mais voilà, vraiment au niveau intime, voilà, au niveau de la conviction, le caractère nécessaire, et c'est là que voilà, on fait des actions d'autonomie ou de choix personnels pour être en décroissance. Et voilà, on n'a pas trop parlé en fait. Et pareil, moi dans le groupe d'avant, je n'ai pas trop vu en fait et je vois pas. C'est un peu mon problème. Comment on passe de l'individuel au collectif, voilà, sachant que dans le collectif, il y a des risques de conflit, alors que dans l'individuel, on est plus convaincu. Et donc voilà, ces articulations à ces différents niveaux, j'ai trouvé ça moins intéressant de rajouter le niveau intime. C'est vrai que je n'avais pas pensé, que je trouvais que c'est un bon terme, là, le rapport intime à la décroissance plutôt qu'un rapport individuel. J'espère que je n'ai rien oublié dans ce qui a été dit. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre la parole. Juste moi, c'était pour rebondir parce que j'étais dans le groupe avec Anne, là, justement, sur le vivant, et elle a dit qu'elle, dans ses connaissances, toutes les personnes qui s'étaient mises à la décroissance, ils avaient vécu plus ou moins un traumatisme. Et je me suis demandé, en fait, moi, j'ai pas l'impression d'avoir vécu un traumatisme. Voilà, tout va bien pour moi, tout ça, quoi. Et j'essaie quand même de me mettre à la décroissance. Et est-ce que, en fait, voilà, je suis juste un petit décroissant un peu léger parce que j'ai pas encore vécu de traumatisme, en fait, et je suis juste un décroissant du dimanche, quoi. Et peut-être voilà, que je suis pas encore un vrai décroissant parce que j'ai pas encore, voilà, je dirais, vécu mon traumatisme. Et c'est vrai que là, encore le rapport à la mort, voilà, moi, je sais pas aussi, pareil, je suis pas trop de rapport à la mort. J'ai pas vécu vraiment ça, quoi, dans mon entourage proche. Et donc, ouais, est-ce que ça aussi, c'est les épreuves de la vie, en fait, est-ce que ça nous aide dans le passage à l'action? Voilà, c'est vraiment, ça me questionne, c'est d'avoir voilà, d'avoir échangé avec ça, le passage à l'action. Est-ce que les traumatismes, ça aide au passage à l'action ou pas? Ok, voilà. et juste, ça m'a, voilà. Une petite clarification, est-ce que ça veut dire est-ce que le traumatisme, il était avant de passer à la décroissance ou c'était la décroissance qui a apporté un traumatisme? Non, c'était d'après, c'est Anne qui va répondre, mais moi j'avais l'impression que c'était, voilà, ils ont vécu un traumatisme, donc ils sont. C'est pas moi qui ai parlé de ça, c'est quelqu'un d'autre. Je sais pas. C'était dans le groupe ou Sonia? Sonia. Pardon. Sonia, excuse-moi. J'ai inversé. Et du coup, c'était le traumatisme qui a apporté la décroissance. C'est ça, Sonia? Oui, j'ai l'impression. Non, parce que j'avais voulu partager que finalement, en discussion avec différents groupes que j'ai rejoints ces dernières années, Dubord, Colibri, Transition et compagnie, on s'est quand même posé beaucoup de fois des questions sur... dans la slide, il disait quelque chose qui disait le besoin vital, la nécessité vitale, et moi je m'étais posé la question si c'était pas forcément un besoin matériel ou de subsistance biologique, mais que parfois c'était le besoin vital qu'on éprouve lorsqu'on traverse des situations de traumatisme. Et que ça pouvait, que c'est aussi des besoins psychiques et qu'on avait à des moments, on s'était posé les questions dans le sein de certains groupes si la plupart d'entre nous étions aujourd'hui dans ces points de vie dans lesquels on s'est croisés autour de l'écologie parce qu'on avait vécu des situations
pas forcément traumatiques, mais des épreuves de vie qui nous avaient amené à nous re-questionner sur notre rapport à la vie. Très juste, et très juste. Merci Sonia, parce qu'effectivement, moi, quand j'évoque mon burn-out, qui a été un des facteurs déclenchants, même si ça n'a pas été le seul, ça a été l'un des principaux quand même, ça résonne chez pas mal de personnes qui elles aussi, ont vécu à un moment donné une dépression, un burn-out, un moment de vulnérabilité où on se re-questionne et où on s'interroge sur le sens peut-être à donner à sa vie, même si on n'en est pas toujours bien consciente et conscient. Et en tout cas, oui, ça participe de l'engagement, clairement, et des bascules personnelles. Merci pour ce partage. Merci. Et Simon, Cécile soulignait donc à chacun son rythme et son chemin, et importance de respecter le rythme et le chemin des personnes qui sont en face de nous. Donc voilà, et Cécile a levé la main. Oui, mais c'est juste que Simon, tu avais l'air presque. Enfin, je me suis demandé si tu ressentais de la culpabilité ou un doute par rapport à ton véritable engagement, alors que Cécile le dit très bien, à chacun son rythme et son chemin. Voilà. Cécile, tu veux rajouter quelque chose de vive voix? Oui, je trouvais que ça serait intéressant. C'est en filigrane, mais je pense qu'il pourrait y avoir des apports au sein du MOOC sur l'humain face au changement et la courbe du deuil. Et d'ailleurs, comment on peut accompagner les différentes étapes quand les gens sont soit dans le déni, soit dans la colère, etc. Et quelle est l'attitude la plus appropriée pour accompagner les gens qui sont en face de nous en fonction de là où ils en sont. Parce qu'en fin de compte, pour ceux qui connaissent un peu, quand on est dans le changement, on est dans la courbe du deuil. Donc, ce qu'on dit souvent en accompagnement au changement, c'est que personne ne fait le saut de Tarzan. Et ça, je trouve que beaucoup de gens l'oublient ou n'en ont pas conscience. Nous, on a fait, je pense que là, dans le MOOC, beaucoup de gens ont fait tout un chemin pour en arriver où ils en sont. Et que ce chemin-là doit être traversé par les gens, par les interlocuteurs qu'on va avoir en face de nous. Il n'y a personne qui passe de pas ce qu'on lui dit, ce que nous, on a vécu ou je sais pas quoi, qui passe de non, je pense qu'il n'y a pas de problème à oui, il faut changer. Et donc, d'où le respect de prendre les personnes là où elles en sont, et avec leur histoire, leur expérience, etc., et dans le respect de qui elles sont. Merci Cécile. Avec peut-être juste et Jeanne, je vais être très court, mais une petite précision par rapport à cette courbe que certaines et certains voient de manière linéaire. Il y a quelquefois aussi un peu de yo-yo, c'est-à-dire qu'on peut évidemment revenir, repartir. Voilà, c'est pas forcément on a traversé et puis c'est qu'une seule fois. Non, voilà, c'est pas toujours aussi évident que ça. Voilà, je sais pas si tu es d'accord, Cécile. Mais... Carrément d'accord. Ok, alors merci. Je crois qu'on approche de la fin. Jeanne, ouais. Oui, je vais peut-être rebondir sur ce que Simon partage. Du coup, l'impression de ne pas forcément s'engager assez et l'impression de ne pas être légitime dans certaines interventions car pas assez décroissant. Voilà, peut-être est-ce que tu aurais peut-être besoin d'accepter que tu fais à la hauteur de tes moyens aujourd'hui? Peut-être, je ne sais pas. Alors, du coup, Jeanne, je ne sais pas, il nous reste 5 minutes, c'est ça? Alors, il nous reste 5 minutes, mais j'aimerais bien revenir sur un des partages de Sydney qui voulait, enfin, il me semble, dis-moi Sydney si je me trompe, mais voulait souligner qu'en gros, on avait une position assez privilégiée pour avoir accès à ces solutions et ce point de vue-là qu'on apporte. Donc voilà. Enfin, est-ce que tu as envie de t'exprimer sur le sujet? Ou est-ce que c'est assez de l'avoir souligné? Est-ce que je l'ai bien retranscrit selon toi? Oui, non, c'est bien retranscrit. C'était rapidement et depuis le début du MOOC, ça me trempe dans la tête. Je me dis quand même que dans tous ces échanges, dans toute cette démarche aussi d'émulsion collective autour du concept de biorégion, je trouve qu'on a quand même une place privilégiée. On a toutes et tous le temps, par exemple aujourd'hui, de passer cette visio, d'avoir un outil qui nous permet de le faire, de pouvoir intellectuellement y réfléchir, d'avoir accès à des lectures qui nous nourrissent, de pouvoir aussi avoir accès à des solutions concrètes, comme je parlais du jardin et tout. Moi-même, j'en ai un et c'est génial, je le conseille à tout le monde, mais je sais aussi qu'il y a une part de la population très conséquente, souvent urbaine, qui ne peut pas avoir accès de par le contexte social, de par l'éducation, de par tout un tas de contraintes de vie quotidienne, ne peut pas avoir accès à tout ça. Et je me dis comment nous, dans la position privilégiée qu'on a, on peut quand même réfléchir, penser, entre guillemets, penser pour eux
et se dire qu'ils ont toute leur place et qu'on doit leur créer la place que eux ne peuvent pas prendre de par ces contraintes. Je sais pas si c'est très clair. Puis c'était vraiment juste, je sais pas, pour avoir ça en tête dans toutes nos discussions. Merci Voilà, Sydney, c'est super clair, et d'autant plus que là, moi j'ai établi un contact et j'espère qu'on va pouvoir enrichir le MOOC et faire profiter le MOOC de cet échange que j'ai eu pas plus tard qu'hier, puisque la semaine prochaine, l'un des sous-modules est dédié au rapport de domination et à tous les privilèges justement associés. Et donc on est en train d'essayer de booster, de bonifier le contenu de ce MOOC sur ces sujets de rapport de domination, d'oppression systémique et autres. Alors on ne vous garantit pas que ça sera parfait cette première fois, mais en tout cas c'est essentiel pour nous. Et tu faisais très justement, tu as bien fait de souligner que même l'accès effectivement à un écran, la possibilité d'avoir un jardin, enfin bon, voilà, tout ça fait que, en plus, nous sommes là pour le coup entre blanches et blancs, et puis on pourrait cumuler les questions de genre, les questions de diplôme, les questions de moyens financiers, de milieu social. Enfin bon, voilà, donc on va rapprocher tous ces points-là, et ça fait partie des axes d'amélioration évidents de ce MOOC, qui prendra différentes formes pour les sessions à venir. Mais on y est déjà conscient là, tout en faisant ce que l'on a déjà pu faire, à savoir les podcasts, l'écriture inclusive, enfin voilà. Mais on est encore très loin du compte. Et demain, j'espère toucher aussi un public plus large et plus divers. Mais ça, pour l'instant, on fait avec les personnes qui se préinscrivent. Mais clairement, tu as entièrement raison. On en est complètement conscient et consciente. Voilà. Donc, je voulais juste rajouter. Ouais. Et merci beaucoup de l'avoir partagé. Et à noter pour les futurs échanges des visios que ça peut être aussi un sujet de réflexion à faire en sous-groupe pour voir quelles sont les pistes pour pouvoir essayer de, comme tu le disais, rendre cet accès aux personnes qui aujourd'hui n'y ont pas. Et je voulais partager aussi le roman de Pierre Liotagui, Montée des eaux, partagé par Martine, qui dit que ça fait beaucoup penser à ce qu'évoquait Christophe sur la partie, il me semble, coopération, qui est un des gros risques. Et je vous propose de faire une déclusion. Merci beaucoup pour tous vos partages. J'aimerais qu'on ait encore 1h30 pour discuter, mais pour le respect de votre temps, on va s'arrêter là.